Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour notre conférence mensuelle. Avant de commencer, quelques mots pour présenter notre association. Argos 2001 est une association nationale reconnue d'intérêt général dont la mission est de soutenir les personnes atteintes de troubles bipolaires et leurs proches. Notre siège social se trouve à Paris et nos antennes sont réparties dans l'Hexagone, en Polynésie française et à La Réunion. Partout, des bénévoles proposent leur soutien grâce à nos lignes d'écoute téléphoniques, nationales et locales, nos entretiens individuels, nos groupes de parole, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Vous pouvez retrouver les modalités de ces interventions, les coordonnées des antennes, les événements et le calendrier des activités sur notre site web www.argos2001.net. À côté de ses activités fondatrices, Argos 2001 organise chaque mois une conférence comme celle d'aujourd'hui et chaque année, le 30 mars, la journée mondiale des troubles bipolaires. Vous pouvez aussi les retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Bonne conférence! Merci, Émilie. Blandine va nous rappeler un Alors, peu les moi, je règles. vous dirai simplement quelques mots. D'abord, bonjour à tous et à tous, et c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Quelques mots sur les questions. Posez vos questions tout au long de la conférence dans la boîte Q&R. Ne les posez pas dans le chat parce qu'on n'a pas le temps de regarder ce qui arrive dans le chat. Donc, voilà, et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Bon, alors moi aussi, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Lefrère. Alors, le docteur Antoine Lefrère est psychiatre, responsable du centre expert bipolaire de l'APHM, c'est-à-dire qu'il est de Marseille. Il est chercheur aussi à l'Institut des neurosciences de la Timone, à Aix-Marseille Université. Alors, monsieur, merci beaucoup de venir nous parler de ce sujet que vous n'aviez vous-même jamais traité, qui est la prise de poids dans les troubles bipolaires. Et quand je vous ai appelé sur les conseils du professeur Jean-Pierre Michel Lorca, qui nous connaît bien, vous avez accepté tout de suite. Je vous remercie pour tout le monde énormément, monsieur, et je vais vous laisser la parole. Alors, monsieur, on a convenu avec monsieur Lefrère qu'il allait faire un exposé. Vous pourrez poser des questions après la première partie, après les causes et conséquences. Il y aura une série de questions que vous essaierez bien sûr de cibler sur les sujets dont il aura parlé plus précisément avant. Puis ensuite, ce sera à la fin de la conférence. Voilà, monsieur, c'est à vous. Merci beaucoup pour l'introduction et merci à tous d'être connectés. Je suis ravi, vraiment ravi de pouvoir parler, discuter avec vous aujourd'hui de ce sujet qui est un sujet effectivement pas simple et sur lequel on est vraiment très souvent confronté en consultation, de la prise de poids dans le cadre du trouble bipolaire. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez, hop, voir les diapositives et je suis tout de suite à vous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. C'est bon? Oui. Ok. Donc, donc pour commencer, donc merci pour l'introduction. Effectivement, je suis psychiatre au Centre Expert Bipolaire de Marseille. Et effectivement, on a souvent C'est vrai que j'avais jamais traité ce sujet. Et on a pourtant beaucoup effectivement, de questions, d'interrogations, notamment par rapport au traitement. Et donc, vous verrez dans cette présentation, je vais essayer de suivre le plan suivant. D'abord, on va parler brièvement des définitions du surpoids et de l'obésité. Ça sera très rapide. Après, je vais vous présenter un peu des données épidémiologiques du surpoids et dans le trouble bipolaire. Après, on va essayer de discuter des causes et des conséquences de ce surpoids dans la pathologie. Et donc, après, ce qu'on a proposé, effectivement, c'est qu'après ce chapitre-là, vous puissiez éventuellement me poser des questions si vous en aviez. On continuera sur les facteurs aggravants. Donc là, notamment, ce sera dans cette partie qu'on parlera de la part iatrogénique et de la part des traitements. Et enfin, on discutera de surveillance et de prise en charge pour essayer d'améliorer un peu les choses pour cette problématique de la prise de poids dans le trouble bipolaire.
Alors, bon, les définitions, c'est très simple, hein. J'ai repris les définitions qui sont en fait celles que tout le monde utilise, hein, celles à la fois de l'OMS et également de la HAS, de l'Autorité de santé, donc en France. Donc, pour parler de surpoids ou d'obésité, on utilise donc l'IMC. L'IMC, je pense il y a pas mal d'entre vous qui sont déjà au fait avec cette valeur, qui est en fait le poids divisé par la taille au carré. Et donc, à partir de cette mesure, en fait, on a donc des indices. Et donc, on considère que un IMC entre 18,5 et 25, c'est un poids qui est normal. Le surpoids est considéré quand l'IMC est entre 25 et 30. Et au-dessus de 30, on considère qu'il y a une obésité. Donc, après, il y a trois classes d'obésité. La classe qu'on dit 1 ou modérée, quand c'est entre 30 et 35. Sévère, quand c'est entre 35 et 40. Et au-dessus de 40, on parle d'obésité morbide. Hop, est-ce que je peux placer mes slides? Oui. Donc ça, c'est la définition toute simple, hein, de l'obésité et du surpoids. Maintenant, si on regarde un petit peu des données épidémiologiques, ce qu'on voit, donc ça, c'est une courbe, hein, qui est issue de l'INSEE en France, avec au cours du temps, vous voyez l'évolution du pourcentage d'obésité en France. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, depuis les années 80 jusqu'aux années 2020, il y a plutôt une tendance à une nette augmentation du surpoids et de l'obésité. Et ça, c'est en général, hein, c'est pas que dans le trouble bipolaire, c'est de façon assez globale. On a plutôt une tendance à l'augmentation et c'est des choses dont on est souvent alerté, hein, par les médias. Et donc, il y a un vrai enjeu de santé publique là, quand on voit ces données-là qui sont, disons, pas qui vont pas vraiment dans le bon sens. Maintenant, si on regarde dans le trouble bipolaire, donc ça, c'est une étude en fait. Donc, on aura l'occasion de revoir plusieurs types de ce type d'études qui sont en fait des méta-analyses. Et donc, les méta-analyses, globalement, en fait, ça, pour ceux qui seraient pas forcément coutumiers du fait, c'est des études qui ont tendance à regrouper plusieurs études sur un sujet. Donc là, en l'occurrence, surpoids et obésité dans le trouble bipolaire, par exemple, ou là, c'est plutôt dans les pathologies psychiatriques en général. Et parce qu'il y a une étude qui peut conclure il y a une augmentation du surpoids dans le trouble bipolaire, puis une autre qui conclut un peu différemment. Et donc l'idée de la méta-analyse, c'est de regrouper un peu ces différentes études qui existent dans la littérature scientifique pour dégager un message global et trancher sur une question. Donc là, en l'occurrence, quand on regarde, vous voyez le petit encart sur le trouble bipolaire disorder, parce qu'on voit, c'est qu'effectivement, hein, il y a l'obésité par rapport à la population normale. Donc là, c'est en comparaison de trouble bipolaire et population normale, on voit qu'il y a une augmentation avec ce qu'on appelle un odds ratio qui est de 3, et c'est-à-dire qu'il y a une augmentation quand même considérable et plus élevée que dans la population qu'on pourrait dire sans trouble bipolaire. Voilà, et donc il y a une vraie augmentation, et ça, c'est des données qui sont bien démontrées. Il y a d'autres études qui évoquent la majoration de ce surpoids chez les patients atteints de troubles bipolaires en moyenne. Alors, ça, je trouvais que c'était quand même des données intéressantes parce que autant juste avant, je vous ai montré qu'en France, il y avait une tendance à une augmentation du surpoids et de l'obésité de manière générale. Quand on regarde dans leur SMI, c'est en fait donc c'est des pathologies psychiatriques en général, et qu'on regarde un peu ces données-là d'un point de vue mondial. Dans les pathologies psychiatriques, autant en France, de manière globale, je vous ai dit qu'il y a une augmentation de la prise de poids, autant en Europe, alors là, c'est pas en France, il n'y avait pas de données publiées en France, on voit plutôt une tendance à la diminution de cette prise de poids au cours du temps dans les pathologies psychiatriques. Donc, je voulais présenter parce que c'était quand même intéressant. Peut-être qu'il y a un certain nombre de messages qui passent, ou il y a peut-être des efforts qui sont faits en termes de santé publique, puis par les patients évidemment, et donc on constate que, il y a quand même une tendance plutôt à la diminution de ce surpoids. Donc là, c'était des données voilà, assez simples que je voulais vous présenter un peu en préambule. Maintenant, on va s'attarder en fait sur les choses, et donc sur les facteurs de risque en l'occurrence, et donc causes et conséquences, hein. Désolé pour l'erreur sur le plan. Et donc, on va regarder plusieurs facteurs. Qu'est-ce qui joue en fait comme facteur, en l'occurrence ici biologique, sur à la fois l'obésité, enfin sur les surpoids dans le trouble bipolaire? En fait, on a quand même pas mal d'études qui s'intéressent, vous savez, avec l'avènement des techniques de génétique, à essayer d'identifier est-ce qu'il y a un certain nombre de gènes ou d'anomalies génétiques
qui pourraient être communes entre plein de choses, hein. On peut regarder tout un tas des pathologies psychiatriques, d'autres choses, et des facteurs de risque et autres. Et en fait, quand on regarde la vulnérabilité génétique dans le trouble bipolaire et dans le surpoids et l'obésité, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un certain nombre de vulnérabilités génétiques, disons-nous, avec plusieurs formes, donc des mutations ou des gènes qui seraient un peu enfin des anomalies génétiques qui seraient un peu communes entre les deux pathologies. Et ça, c'est pas une étude qui le dit. Il y a quand même, j'ai quand même pas mal regardé dans la littérature scientifique et bon nombre de ces études rapportent que voilà, il y aurait des anomalies génétiques euh, euh, communes entre ces deux pathologies. Et donc là, sur le schéma de gauche que vous voyez, hein, c'est un peu ça. C'est que c'est ce qu'on appelle des SNP, hein, c'est des polymorphismes d'un nucléotide sur le génome. Et en fait, on voit que c'est des petites anomalies génétiques. Et on voit que ces petites anomalies génétiques, en fait, il y a un certain nombre qui sont communes entre les deux pathologies, obésité et troubles bipolaires. Alors, je trouvais que c'était intéressant quand même de vous présenter ça, parce que ça veut dire quand même que, ne serait-ce que d'un point de vue biologique, il y a un peu ce risque-là, en fait, d'avoir un surpoids, de façon, on pourrait dire, quasiment un peu innée, hein, quand on a une pathologie de trouble bipolaire. Alors, il y a la génétique et pas que. Là, c'est vraiment un résumé que j'ai trouvé dans une étude, mais il y a bon nombre d'études aussi qui rapportent effectivement des anomalies d'un certain nombre de voies biologiques, que ce soit de l'immuno-inflammation, du stress oxydatif, des anomalies des mitochondries et autres, en fait, qui sont à la fois dysrégulées dans la pathologie bipolaire, mais également dans l'obésité. Donc, on pourrait dire qu'il y a un certain nombre de facteurs biologiques communs. euh, génétiques et autres comme cela, qui sont un peu partagés entre les deux pathologies. Et donc, ça, c'est vraiment des choses intéressantes parce que ça permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe d'un point de vue un peu physiopathologique. Et c'est pas nouveau hein, que l'inflammation au long cours, par exemple, est un facteur de risque de pathologie psychiatrique, de dépression, et donc y compris de troubles bipolaires. Mais c'est exactement ce qu'on retrouve aussi dans l'obésité et le surpoids. Maintenant, si on sort un petit peu des aspects biologiques, on a parlé brièvement de génétique, brièvement d'inflammation et autres voies biologiques communes, et qu'on s'intéresse plutôt aux facteurs qui seraient liés à la pathologie et à ses comorbidités. C'est-à-dire quels facteurs, finalement, dans le trouble bipolaire, pourraient être susceptibles d'augmenter, de majorer cette prise de poids, euh, indépendamment des traitements qu'on verra par la suite. Déjà, si on s'intéresse à la partie sur la dépression bipolaire, hein, donc quand on est déprimé dans le cadre d'un trouble bipolaire, je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent, mais globalement, très souvent, dans la dépression, il y a un manque de motivation et d'énergie. Donc, qui dit manque de motivation et d'énergie dit plus de sédentarité. Ça peut même aller jusqu'à la clinophilie, c'est-à-dire rester dans son lit un peu toute la journée. Donc, effectivement, le fait de ne pas avoir envie de faire les choses, de ne pas avoir d'énergie pour les faire, et encore, et le plaisir qui est juste en dessous, eh ben, c'est pas très stimulant pour sortir, marcher, faire éventuellement une activité physique. Et on voit régulièrement dans les dépressions, notamment les dépressions bipolaires, qu'il peut y avoir une majoration de la prise de poids dans ce contexte-là. Il y a un autre symptôme qui est pas, on ne retrouve pas ce symptôme chez tous les patients qui présentent des dépressions bipolaires, bien sûr, mais il y a, c'est ce qu'on appelle une caractéristique atypique de la dépression, qui est l'hyperphagie, c'est-à-dire la tendance à plus manger. Et c'est une caractéristique qui est plus fréquemment retrouvée dans la dépression bipolaire que dans la dépression, qu'on pourrait dire, unipolaire. Et cette tendance à l'hyperphagie, bah, évidemment, ça va de soi, ça peut augmenter la prise de poids. Donc, quand on est déprimé, il y a quand même plusieurs arguments qui peuvent jouer un peu en voilà, en faveur de cette prise de poids, si je puis dire, et donc auquel il convient d'être évidemment vigilant. Dans le trouble bipolaire, on sait également hein, qu'il y a prévalence plus importante d'un certain nombre de comorbidités, autres que le trouble bipolaire. Et donc, on retrouve des prévalences importantes, notamment de troubles du comportement alimentaire, qui peuvent, euh, en général, mais pas toujours, hein, mais en général, précéder la pathologie, la survenue de la pathologie bipolaire. Et dans ces troubles du comportement alimentaire, bon, il y a les troubles du comportement alimentaire plutôt restrictifs, là, évidemment, c'est moins problématique sur la prise de poids, mais il y a d'autres types de troubles du comportement alimentaire, notamment des comportements de type hyperphagie et boulimie,
qui peuvent être régulièrement associées, vraiment comme une pathologie associée au trouble bipolaire et qu'on retrouve relativement fréquemment, et évidemment qui peuvent augmenter là aussi la prise de poids dans la pathologie bipolaire. Également au niveau des addictions, on pourrait y revenir, mais par exemple, on sait que voilà, il y a une prévalence plus importante de troubles de l'usage et donc d'addiction dans les patients atteints d'un trouble bipolaire et notamment de l'alcool. Et l'alcool, on le sait, c'est très connu, euh, favorise également la prise de poids. Si on regarde, il y a aussi des études qui rapportent que globalement, et ça c'est globalement vrai dans les pathologies psychiatriques en général, on retrouve de moins bonnes habitudes alimentaires, évidemment c'est en moyenne, hein, c'est pas pour tout le monde, avec plus de régimes, enfin des régimes qui sont riches en graisses saturées et en sucre rapide, et plutôt pauvres en fibres, légumes et fruits. Alors il y a plein de hypothèses qui peuvent expliquer ça, et notamment le fait qu'on retrouve plus de précarité chez les patients atteints d'un trouble bipolaire et donc plus de difficultés aussi à manger voilà, avec des choses équilibrées. Euh, et donc, bah, on sait que ce type de régime, là aussi, peut augmenter la prise de poids. Là aussi, ça rejoint un peu l'histoire de la dépression bipolaire que j'ai évoquée tout à l'heure. On retrouve en moyenne, par rapport à une population pas atteinte de trouble bipolaire, on va dire une diminution d'activité physique, moins d'activité physique en moyenne chez les patients à trouble bipolaire. On trouve également plus de sommeil perturbé et on sait que, par exemple, il y a une prévalence plus importante d'une pathologie du sommeil qui s'appelle le syndrome d'apnée du sommeil et que ce syndrome d'apnée du sommeil est volontiers associé, là aussi, à un poids plus important et plus d'obésité. Je reviens sur les addictions, j'en ai déjà évoqué, mais on sait que les troubles addictifs quels qu'ils soient un peu, d'une certaine façon, peuvent d'une façon ou d'une autre augmenter la prise de poids et au premier rang desquels l'alcool. Donc, globalement, avant que je parle éventuellement des conséquences, quand on se pose la question un peu des causes, on voit que le trouble bipolaire, par la pathologie, par les symptômes au cours des épisodes et par des facteurs associés, que ce soit la comorbidité, le fait qu'il y ait plus de précarité, etc., on peut avoir une tendance en fait à majorer la prise de poids dans cette pathologie. Et alors, quelles conséquences, c'est un peu la question inverse, c'est-à-dire quelles conséquences de la prise de poids sur le trouble bipolaire? On a vu quelles étaient finalement un peu, quelles pouvaient être des causes de prise de poids, et maintenant, quand il y a une prise de poids associée au trouble bipolaire, quelles peuvent être les conséquences? Déjà, il peut y avoir des conséquences, et ça, c'est quand même assez bien étayé, hein. Il y a plusieurs articles, je ne vous ai pas tous mis en référence, mais il y a plusieurs articles qui rapportent que le fait d'avoir un surpoids peut entraîner plutôt un moins bon pronostic, si je puis dire, dans la pathologie bipolaire. On retrouve chez les patients avec un surpoids ou une obésité importante, en tout cas, plus de tentatives de suicide, un moins bon fonctionnement général, c'est-à-dire moins d'insertion professionnelle, plus de difficultés à gérer son autonomie dans les interactions sociales, etc. On trouve également plus de dépression. Donc là, c'est quand on compare, hein, je précise, quand on compare des patients qui ont des troubles bipolaires sans surpoids et des patients bipolaires avec un surpoids, on va retrouver une prévalence plus importante de la dépression chez les patients qui ont un surpoids. Et les épisodes dépressifs sont en général plus longs. Et donc ça, on voit il y a vraiment un intérêt, en tout cas, à discuter, à essayer de voilà, d'améliorer les choses, parce que ne serait-ce que sur le pronostic du trouble bipolaire, on voit que le fait d'avoir un surpoids est pas très favorable. Sur le plan physique également, alors ça, c'est des choses qui sont très connues. Je crois que Ophélia Godin, lors d'une de ses conférences, vous a parlé relativement longuement du syndrome métabolique. Et on sait que c'est le syndrome métabolique qui regroupe un certain nombre d'anomalies. C'est est très fréquemment associé donc à un surpoids et à une obésité. Et donc, on va retrouver en l'occurrence, quand il y a un surpoids et ou une obésité dans le trouble bipolaire, plus de facteurs associés de ce syndrome métabolique notamment, avec plus de dyslipidémie, c'est-à-dire de perturbation du bilan du cholestérol, plus d'hypertension artérielle, plus de coronopathie, donc plus de maladies cardiovasculaires en fait, et in fine une mortalité euh, précoce. Donc,
Là aussi, on voit que sur l'aspect physique, en dehors de la pathologie bipolaire, mais c'est des choses qui sont quand même tout à fait connues, même en dehors de la pathologie bipolaire, hein. Quand il y a un surpoids et une obésité, on sait que c'est pas bon pour la santé et que il y a un intérêt quand même à essayer de prendre en charge cette pathologie-là. Peut-être quelque chose qui est un peu moins connu, c'est que ça peut aussi avoir un impact cognitif. Et donc, il y a notamment une étude relativement récente de Bora qui montre assez bien dans une méta-analyse. Donc là aussi, un article a priori quand même qui regroupe plusieurs articles et donc qui est plutôt, on pourrait dire, solide méthodologiquement, qui montre que les patients qui ont un trouble bipolaire un surpoids ont plus d'altérations cognitives que les patients qui ont un trouble bipolaire et pas d'altération cognitive. Et donc, mais notamment plus de difficultés de troubles exécutifs et autres difficultés sur la mémoire. Je passe les détails, mais on trouve plus de troubles cognitifs chez ces patients bipolaires avec une prise de poids associée. Et que ces anomalies-là sont corrélées aussi avec de légères des modifications visiblement à l'imagerie cérébrale et que donc il pourrait y avoir un lien en fait voilà, entre surpoids, obésité, impact sur la cognition et on pourrait dire des altérations en moyenne à l'imagerie cérébrale. Hop. Alors, je vous ai mis en résumé euh, une figure, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est issu d'un article que je vous recommande bien volontiers sur le sujet, qui est un article de Sébastien Guillaume, donc qui est psychiatre, et qui résume un peu ça, c'est-à-dire un peu cette espèce de lien bidirectionnel entre pathologie bipolaire et surpoids, obésité. Donc c'est ce que vous voyez ici, hein, c'est-à-dire que euh, on retrouve un certain nombre de choses communes en fait aux deux pathologies de façon plus prévalente. On pourrait dire facteurs environnementaux, plus de difficultés psychosociales, plus de précarité, peut-être une moins bonne hygiène de vie. En moyenne, hein, plus de manque d'exercice, et que ça, évidemment, on sait que ça joue sur l'obésité et les troubles psychiatriques. On trouve également un certain nombre de facteurs biologiques communs, on a parlé de la génétique, de l'inflammation, le stress oxydatif, et que donc le fait en fait d'avoir un trouble psychiatrique, mais c'est vrai pour le trouble bipolaire, favorise l'obésité et vice-versa. Le fait d'avoir surpoids et une obésité, ça on l'a vu notamment au niveau biologique, tendance à augmenter le risque enfin, d'être plus associé au trouble bipolaire. Et donc, je trouvais que cette figure était assez parlante. Et il y a même un article que je ne vous ai pas présenté pour pas que ça fasse trop lourd, mais qui vraiment parle bien de ce lien bidirectionnel et démontre assez bien ce lien bidirectionnel qu'on retrouve entre obésité vers trouble bipolaire et à l'inverse, trouble bipolaire vers obésité. Hop. Alors voilà, j'avais dit qu'à ce moment-là, parce qu'après on va passer sur la partie, peut-être une partie sur laquelle je vais essayer peut-être d'insister un petit peu, parce que c'est souvent des questions, je trouve qu'on nous pose beaucoup en consultation, à savoir sur les traitements. Et donc je vais regarder le chat, et si vous avez des questions, alors voilà, elles sont dans le chat. Est-il vrai que le lithium supprime la sensation de satiété? Alors, on va revenir sur les traitements et sur le lithium notamment, hein, et la prise de poids. Mais a priori, le lithium, alors après, c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que quand on met en place des traitements, il y a toujours une forte hétérogénéité et des effets indésirables et de la réponse au traitement. Deux patients qui ont un trouble bipolaire ne vont pas forcément répondre de la même façon à un traitement. Mais a priori, pour moi, c'est pas un effet très connu hein, que le lithium supprime la sensation de satiété. Je vous demande Deuxième pardon, question. je vous demande pardon, monsieur. Oui, Si vous voulez, comme oui, on va s'occuper des questions, vous allez pouvoir d'accord. poursuivre. Et puis, comme il y en a beaucoup plus sur les traitements, etc., je pense qu'on Ouais, en parlera après. Et vous inquiétez pas, on est là, on les trie et on vous les dit. Comme ça, vous pouvez vous consacrer aux réponses. d'accord, Voilà. d'accord. Ok, et ben ça tombe bien. Donc à ce moment-là, si vous voulez bien, du coup, je continue et après on pourra avoir un moment d'échange. Sauf s'il y a des questions là sur la première partie qu'on a vue, sur les définitions, sur l'épidémiologie, les causes et les conséquences. Bernard, Émilie, il y en a ou pas? Alors, Oui, moi, j'ai plus des questions d'addiction. Par exemple, oui. qu'en est-il de l'addiction au sucre?
Mhm. Une autre qui rejoint encore l'addiction, par exemple, bon, donc, qui nous vient de Cécile. Bonjour. Tabac ou nicotine, la cigarette joue-t-elle aussi dans la prise de poids? Alors, tout ça, c'est des très bonnes questions. Alors, l'addiction au sucre, alors là, en fait, si vous voulez, ce que ce que je vous ai évoqué, en fait, c'est des données épidémiologiques un peu générales, et on sait que les addictions en général favorisent la prise de poids. L'addiction au sucre, je ne pas à ma connaissance, il n'y a pas à ma connaissance aujourd'hui d'études, en tout cas, enfin, de ce que j'ai vu dans la littérature. J'ai essayé de traiter le sujet. Il y a peut-être des choses que j'ai loupées, mais j'ai pas de vue d'études particulières entre l'addiction au sucre et le trouble bipolaire et la prise de poids. Mais si on est un peu, à mon avis, logique, j'aurais tendance à dire qu'évidemment, quand il y a une addiction au sucre et donc qui s'intègre en fait, hein, d'une certaine façon, dans une forme de trouble du comportement alimentaire, oui, ça peut avoir tendance à augmenter la prise de poids. Et l'addiction au sucre, même en dehors d'un trouble bipolaire, hein, peut favoriser la prise de poids. Euh, pour ce qui est du tabac, euh, moi, en fait, les addictions en général, encore une fois, augmentent le prise de risque. Là aussi, je ne sais pas s'il y a une étude spécifique, à ma connaissance, non, sur tabac, prise de poids et troubles bipolaires. Mais l'alcool est très connu comme étant un facteur, alors là, pour le coup, dans le trouble bipolaire, augmentant la prise de poids. Le tabac, euh, pas complètement sûr, mais en général, après, on peut aussi, voilà, dans les addictions, il y a le phénomène de l'impulsivité, de la récompense, etc. Et souvent, une addiction, il peut y en avoir plusieurs associés. Et donc, de manière générale, si vous voulez, les addictions peuvent augmenter cette prise de poids. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le sujet ou est-ce que je passe plutôt au traitement? Mais il y a peut-être une question sur est-ce que seule l'apnée du sommeil peut favoriser la prise de poids ou est-ce qu'un mauvais sommeil joue également? Alors, en fait, ça, c'est des super questions. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une association formelle entre, et d'ailleurs, c'est un des moyens de dépistage d'apnée du sommeil, c'est d'aller, enfin, qui peut nous orienter vers un centre d'apnée du sommeil, c'est de vérifier justement la circonférence du cou, des choses comme ça. Et donc, effectivement, il y a une association très claire et nette entre le syndrome d'apnée du sommeil et le surpoids dans le trouble bipolaire. En revanche, sur le fait de mal dormir, là aussi, je pense que le fait de mal dormir en général, d'avoir des anomalies du rythme circadien, et peut évidemment jouer de façon générale sur la qualité de vie, en fait, enfin, sur l'hygiène de vie, je veux dire. Et donc, en général, quand on est fatigué, bah, c'est pareil, on fait moins d'activité, on fait moins de sport, on est plus ralenti, etc. Et donc, de fait, à mon avis, oui, le fait de ne pas dormir au long cours peut favoriser la prise de poids. Mais ce qui est bien démontré, c'est vraiment l'association avec le syndrome d'apnée du sommeil. D'accord, merci. Alors, j'ai une question de Sylvie, donc aidante de ma fille atteinte d'un trouble bipolaire et ayant une obésité. Il semble qu'il y ait une réserve de la part des soignants de traiter le problème de poids par peur, entre guillemets, que d'autres choses plus graves n'apparaissent, notamment anorexie. Quel est votre avis? Que faire pour prendre en compte, sans aggraver les choses, ce problème difficile à vivre pour une jeune fille de 26 ans? Merci pour votre réponse. Oui, alors c'est une question très intéressante et également très touchante. Je pense que, et ça c'est vrai de manière, à mon avis, générale en psychiatrie, c'est-à-dire que je pense qu'il faut quand même parler des choses. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de réticence à essayer de prendre en charge un surpoids compte tenu des éléments en plus que je vous ai montrés, c'est-à-dire que euh, euh,
si on aide pour la pathologie bipolaire, mais que en contrepartie, bah, en fait, on ne s'intéresse pas au reste et qu'il n'y a pas enfin, une prise en considération, en l'occurrence, ce qu'on appelle des comorbidités, en l'occurrence le syndrome métabolique dans les pathologies psychiatriques, le surpoids dans les pathologies psychiatriques, et une comorbidité extrêmement fréquente. Et donc, je pense qu'il y a un intérêt majeur, et c'est même, ça me semble même nécessaire et indispensable que euh, les psychiatres, pas que les psychiatres, mais les psychiatres aussi se posent ces questions-là et s'intéressent notamment dans le cadre d'un trouble du comportement alimentaire, parce que si j'ai bien compris la question, c'est peut-être donc s'il y a un risque d'anorexie, c'est peut-être qu'il y a un trouble du comportement alimentaire associé, peut-être de type hyperphagie, boulimie, et que donc ils osent pas trop en se disant que peut-être derrière il y a un risque d'anorexie, mais euh, quel que soit en fait le problème initial, le fait qu'il y ait une prise de poids importante et un surpoids et voire une obésité, ça doit bien sûr être pris en considération, et donc je pense que ça doit orienter sur des prises en charge. Je crois que ce qu'il faut ne pas faire, hein, c'est faire comme si de rien n'était et ne pas parler du problème. Après, c'est pas forcément toujours simple, même pour les patients, de discuter de ces problèmes de poids, mais je crois aussi que ça doit venir des médecins, de pouvoir échanger sur le sujet et puis de voir comment on peut essayer, psychiatre, et encore une fois pas que, euh, réorienter les choses et favoriser plutôt, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites, qui peuvent aider à la prise en charge, et on va le revoir dans cette prise de poids. Voilà, je ne sais pas si je réponds très bien à la question, mais à mon avis, il ne faut pas en tout cas qu'il y ait de réticence du personnel soignant en général à discuter de la prise de poids dans les pathologies psychiatriques de façon très claire. Et je pense qu'il faut même essayer de véhiculer des informations et de soins et de prise en charge à propos de cette problématique-là. Encore la question de Christiane qui parle des facteurs génétiques. S'agit-il de l'hérédité, par exemple, une mère bipolaire obèse qui peut se retrouver dans sa descendance? Alors Comment là aussi, hein, c'est des super questions, c'est-à-dire que alors sur l'hérédité, je ne crois pas qu'il n'y a pas, si vous voulez, un gène, c'est pas une transmission mendélienne au sens où il n'y a pas un gène de l'obésité, du trouble bipolaire, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le fait en général qu'il y ait une vulnérabilité génétique, y compris chez enfin, chez des apparentés de premier degré, effectivement, si, et ça, c'est des choses qu'on voit et qu'on objective et qui sont même assez connues de la génétique, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a cette vulnérabilité génétique-là, il y a plus de chances qu'un apparenté et l'ait également. C'est ce qui se passe pour la pathologie bipolaire, c'est aussi ce qui se passe pour l'obésité. Et donc, il n'y a pas un gène, mais c'est un peu ce que j'essaie de vous montrer sur le schéma. C'est peut-être pas forcément très clair et on pourrait y passer beaucoup de temps sur la question de quel type de vulnérabilité génétique, parce il y a plein de choses qui peuvent jouer. Ça peut être des mutations de gènes, mais il y a plusieurs types de mutations, ce qu'on appelle des changements d'une seule base sur l'ADN ou des grosses mutations avec des délétions, des duplications. Enfin bref, il y a plein de choses sur le plan génétique. Euh, qui peuvent jouer dans cette héritabilité, en l'occurrence entre les deux. Ce qui est vraiment intéressant, par contre, enfin, je trouve, c'est que dans la vulnérabilité génétique, c'est-à-dire les petites anomalies ou les grosses anomalies, d'ailleurs, hein, génétiques qu'on peut objectiver dans le trouble bipolaire et dans le surpoids et l'obésité, on peut avoir un certain nombre de mutations, en tout cas communes. Et donc, ce qui veut dire que, effectivement, il y a quand même je trouve un intérêt de la recherche, enfin, de se poser ces questions-là, parce que, bon, on entend très souvent et on comprend tout à fait, oui, c'est les traitements, etc. Mais je trouve que c'est important d'ouvrir un peu d'autres perspectives, parce que, ne serait-ce que sur des données biologiques, hein, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, il y a quand même cette vulnérabilité commune là. Voilà. Ben, D'accord. écoutez, peut-être on va passer maintenant Passer à oui, à la à la suite. suite et puis Oui, on saisit les autres questions que les personnes avec plaisir. s'inquiètent. Avec plaisir. Euh, alors, donc sur les facteurs aggravants, en fait, donc je l'ai classé comme ça un peu volontairement pour vraiment distinguer la partie des traitements, parce que alors moi, ça me tenait à cœur de discuter un peu de ça, et parce que je trouve que c'est vraiment des problématiques qu'on a en consultation, et à juste titre, hein.
la question de est-ce que des traitements font prendre du poids, lesquels, et comment pourrait-on faire mieux dans cette perspective thérapeutique. Donc, en général, donc là, je vous présente d'abord un premier tableau qui est en fait un peu un résumé, pas caricatural, mais un peu schématique de ce qui se passe sur les traitements que je trouvais qu'on peut régulièrement voir dans le trouble bipolaire. Donc, je vous ai mis quand même, il y a quand même les antidépresseurs qui sont sur la colonne de gauche. Et donc, on voit qu'un certain nombre d'antidépresseurs peuvent augmenter la prise de poids. Dans le trouble bipolaire, les antipsychotiques, qui sont vraiment des traitements très fréquemment utilisés. Alors, j'ai pas entouré l'aripiprazole, la première ligne en haut sous antipsychotique, et pourtant, il fait bien partie des traitements thymorégulateurs indiqués dans le trouble bipolaire. Et donc, on voit qu'un certain nombre des traitements qu'on utilise, et donc là, vous voyez notamment l'olanzapine, la quetiapine, euh, le valproate, et je reviendrai sur le lithium, ont une tendance à augmenter, à faire augmenter effectivement la prise de poids dans la pathologie bipolaire. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un message qui est faux, à mon avis, c'est de se dire que on ne peut pas véhiculer un message de dire non, les traitements dans le trouble bipolaire ne font absolument pas prendre de poids. Par contre, ce qu'on peut voir et qui est intéressant, c'est que ils font pas tous. Déjà, ils ne font pas forcément tous prendre du poids et pas de la même façon. Et donc ça, par contre, je trouve que ça soulève déjà une première question qui est dans le choix du traitement qui est fait avec le psychiatre, et on doit plus en plus se diriger vers ce qu'on appelle la décision médicale partagée, c'est-à-dire décider un petit peu du traitement conjointement, c'est-à-dire qu'il y ait des options thérapeutiques qui soient soulevées par le psychiatre, mais que je crois que les patients ont, enfin, c'est indispensable qu'ils puissent évoquer, que ces effets indésirables puissent être évoqués, et sachant, ça c'est des choses que voilà, je peux observer au centre expert en termes de clinique, quand on prend du temps pour expliquer cette question des effets indésirables, et ben, il y a une très très franche hétérogénéité de ce que les patients ne voudraient pas. Je m'explique, c'est-à-dire que certains patients voilà, ils vont me dire, bon, moi, une prise de poids, ça me gêne, mais c'est pas ce qui me gêne le plus. Le fait de trembler, ça me gêne beaucoup parce que je suis violoniste. Ou l'inverse, moi, je veux pas prendre un gramme, alors que trembler un petit peu, voilà, c'est un exemple comme un autre. Mais je crois qu'il y a vraiment discuté avant l'instauration d'un traitement, notamment dans les phases où c'est simple, ou dans le maintien ou dans la dépression, de discuter en amont de cette palette thérapeutique et justement des effets indésirables, ça me semble très important. Et donc, je crois que euh, il doit être vraiment, et si c'est pas le psychiatre qui le fait, je crois que ça doit aussi venir des patients. Voilà, ne pas avoir peur de parler des effets indésirables que vraiment, en tout cas, qui ne sont pas tolérables pour les patients. Parce que sinon, de toute façon, on sait qu'un traitement qui est très mal toléré ou un peu au long cours, bah, de fait, il risque d'être mal pris, arrêté, et donc, in fine, il peut y avoir des rechutes liées à ces traitements mal tolérés. Alors après, là aussi, il y a une hétérogénéité. Il y a des gens, malheureusement, qui, malgré les traitements utilisés, ont beaucoup d'effets indésirables, et quel que soit le traitement. Et c'est aussi vrai pour la prise de poids. Il y a des gens qui leur donnent des traitements qui font a priori pas trop prendre de poids, et ils prennent quand même du poids, et on a l'impression, avec ce traitement. Et à l'inverse, il y a des gens qui peuvent prendre des traitements et des médicaments qui sont reconnus comme étant pouvant augmenter significativement le risque de prendre du poids, et pour autant, euh, et bah, ils prennent pas un gramme. Et ça, vraiment, on le voit. Et donc, il n'y a pas de très bonne réponse à ça, si ce n'est qu'il faut essayer, à mon avis, de trouver la meilleure combinaison possible. Donc ça, c'est une autre étude que je trouvais intéressante. Donc là aussi, en fait, vous voyez, il y a une barre rouge en pointillé. Et en fait, la méthodologie de cette étude, c'est que on peut dire que quand le trait noir, qui est en fait l'intervalle de confiance, touche le trait rouge, il n'y a pas significativement d'augmentation de prise de poids. Le point noir que vous voyez au milieu de chaque barre, en fait, ça veut dire que par rapport au point rouge, c'est qu'il y a une augmentation. Et le fait que le trait noir touche la barre rouge, ça veut dire qu'il y a peut-être une augmentation. Par exemple, je prends le lithium. Vous voyez que là, il y a un point noir qui est ici, donc sur la droite, et donc il y a a priori une augmentation de la prise de poids, mais que
statistiquement, c'est pas significatif, c'est-à-dire que voilà, la différence n'est pas suffisante pour montrer en évidence une différence statistique. Et donc, en fait, là, ils ont pris dans cette étude comme point de référence la lamotrigine, qui est un traitement que vous connaissez probablement, qui est un traitement anti-épileptique, et vraiment qui est un traitement qui est considéré, en tout cas, comme étant faiblement pourvoyeur de prise de poids dans le trouble bipolaire. Et ils ont comparé par rapport à la lamotrigine les autres traitements du trouble bipolaire. Et donc, ce qu'on voit en haut de façon très nette, et je crois qu'il n'y a pas de discussion possible sur le fait que l'olanzapine ne soit pas à risque de prendre du poids. Là aussi, hein, il y a des patients qui ne vont pas prendre un gramme sous olanzapine, on le voit. Mais il y a des patients qui vont prendre 25 kilos sous olanzapine. Et en moyenne, de façon assez claire, l'olanzapine, typiquement, est un des traitements, donc c'est un antipsychotique atypique qui fait prendre pas mal de poids. La quétiapine, qui est aussi un antipsychotique atypique, là aussi, il a une tendance à augmenter le risque de prendre du poids de façon probablement moins importante. Et ça, c'est pas cette étude, hein, c'est plusieurs d'études. Toutes les études sont près d'accord pour dire qu'en général, la quétiapine fait prendre un peu moins de poids, on fait prendre quand même, mais que l'olanzapine. En troisième position, vous voyez que l'acide valproïque, Depakote, fait significativement prendre aussi plus de poids que la lamotrigine. Et le lithium, bah, vous voyez qu'il y a une augmentation visiblement, mais que cette différence statistiquement n'est pas significative. Idem pour le risperdal, et quand on descend un tout petit peu plus bas, si on est sur la carbamazépine, bah là on voit que c'est tout petit peu moins, mais que c'est globalement comme la lamotrigine, et l'aripiprazole, idem. Donc on pourrait se dire, quand on voit ce schéma, que globalement, le lithium, il y a quand même un sujet de discussion très clair. Au-dessus, la dépacote, la quétiapine et l'olanzapine sont quand même à risque de prise de poids. Et les traitements, lamotrigine, carbamazépine et aripiprazole, a priori, sont plutôt faiblement pourvoyeurs de prise de poids. Déjà, ce que je trouve quand même important, c'est que bah, vous voyez, en fait, ce serait intéressant quand vous discutez ou quand il y a enfin, quand il y a une discussion avec un psychiatre, que ce type voilà, de figure ou par d'autres représentations, et qu'il puisse y avoir un peu une sorte de classement comme ça des traitements sur la prise de poids, parce que pour les patients qui ont des préoccupations très importantes là-dessus, ce qu'on peut tout à fait entendre, hein, eh bien, pourrait en tout cas être envisagé de choisir ces traitements aussi en fonction de ça. Alors des fois, on sait, hein, par exemple, je ne sais pas moi, la lamotrigine, ça peut ne pas être suffisant hein, pour protéger de façon correcte sur le risque de manie, typiquement, ou même de dépression. Et donc, bah, des fois, ok, la lamotrigine ne fait pas prendre de poids, mais bah, le problème, c'est que si on n'utilise pas d'autres traitements, il y a un risque de rechute. Et donc, ça doit être discuté, le fait de choisir des thérapeutiques qui sont efficaces et qui marche chez les patients. Et donc, effectivement, il y a toujours cet arbitrage de ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque à faire de façon un peu systématique pour choisir tel ou tel traitement en fonction à la fois de l'efficacité attendue et à la fois des risques. Et donc, évidemment, le surpoids et l'obésité en font bien sûr partie. Pardon, monsieur, Alors là, c'est une... pardon, Oui, je t'interromps quelques secondes. Est-ce que vous pouvez donner les noms, les autres noms des molécules, parce qu'il y a des personnes qui oui, s'intéressent. Juste, voilà, merci. bien sûr, bien sûr. Alors, excusez-moi, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de parler avec mais effectivement, tout à fait. Donc, l'olanzapine, c'est le Zyprexa, qui est, donc voilà, c'est les deux noms, c'est olanzapine et Zyprexa. La quétiapine, c'est le Xeroquel. L'acide valproïque, c'est le Depakote. Ce que vous voyez, Li, c'est lithium, et donc c'est le Teralite. Risperidone, c'est le Risperdal. Lamotrigine, c'est le Lamital. Carbamazépine, c'est le Tegretol. Et l'aripiprazole, c'est l'Abilify. Merci. Effectivement, j'essaierai d'à chaque fois de redire sur les traitements le nom commercial et la DCI. Merci. Je vous en prie, c'est tout à fait normal. Et n'hésitez pas à m'interrompre hein, si il n'y a aucun souci hein, pour voilà, s'il y a des choses comme ça où je fais pas forcément attention, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre.
Euh, donc ça, c'est une étude dans une assez bonne revue qui s'intéresse à la prise de poids sous antipsychotiques au cours du temps dans deux pathologies qui sont, donc vous voyez en bas à gauche, il s'agit des patients avec une schizophrénie, SZ, et en bas à droite, des patients avec un trouble bipolaire. Bon, en l'occurrence ici de type 1. Et vous voyez que là, c'est ce qui a marqué la CSWG, c'est l'augmentation globalement de la prise de poids par rapport à avant l'instauration du traitement. Et donc en vert, en fait, c'est une augmentation de la prise de poids au-dessus de 10%, et en bleu, une augmentation de la prise de poids au-dessus de 7%. Ce qu'on voit, si on s'intéresse à la partie trouble bipolaire, c'est qu'effectivement, à l'instauration d'un traitement antipsychotique, alors là, ils ont regroupé plusieurs antipsychotiques atypiques, hein. Donc, ils ont pris des patients qui avaient du Zéroquel ou de la kétiapine, des patients qui avaient de l'olanzapine ou du Zyprexa, du Risperdal ou de la risperidone, etc. Donc, c'est des antipsychotiques atypiques et ils ont regroupé voilà, ces données-là. Et ils ont regardé en moyenne, quand on prend un antipsychotique atypique, est-ce qu'on prend du poids au cours du temps? Et ben en moyenne, oui, on prend quand même, il y a cette étude en tout cas, et il y a quand même beaucoup, quand vous voyez le N en bas, c'est le nombre de patients qui sont inclus dans l'étude, et donc il y a quand même beaucoup enfin voilà, un nombre conséquent qui permet, à mon avis, de tirer un peu quand même des conclusions relativement claires. Ce qu'on voit, c'est que plus en fait on garde le traitement antipsychotique au long cours en moyenne, plus bah, le risque il est quand même, il augmente considérablement. Et donc ce qu'on voit, c'est que voilà, au-dessus, donc là c'est 0 3 mois, puis après entre 3 et 6 mois, puis après plus de 6 mois, entre 6 et 12 mois. Donc on voit que eh ben, à 12 mois, il y a une augmentation quand même considérable des gens. Donc il y a 30% des gens, si je prends la dernière barre bleue que vous voyez ici, 30% des gens sous antipsychotiques atypiques qui ont pris au bout de entre 6 et 12 mois de traitement plus de 7% par rapport à leur poids initial. Voilà. C'est comme ça qu'il faut lire un peu cette figure. Et donc, globalement, on voit quand même, et donc il y a 30% des gens qui ont une augmentation qui est supérieure à 7%, et il y a 20% des gens qui ont une augmentation à 10%, donc c'est quand même pas négligeable. Donc, morale de l'histoire, quand même, je crois que là aussi, ce qu'il faut faire, il faut faire attention, on va y revenir juste après, mais les antipsychotiques atypiques, pas tous, en tout cas un certain nombre, hein, favorisent vraiment la prise de poids. Donc il faut l'avoir en tête. Sur la question, parce que c'est des questions qu'on m'a quand même relativement posées souvent en consultation. Alors là, c'est une étude, hein, il y en a peut-être d'autres, et donc c'est pas inscrit dans le marbre, mais quand même, ce qui est rapporté par cette étude, c'est que, enfin par la suite de cette étude, hein, vous voyez en vert, là, c'est des gens qui, à l'arrêt du traitement en question, antipsychotique, reviennent pas à l'état de base. Et en bleu, c'est ceux qui retournent à l'état de base. C'est-à-dire, bah voilà, si vous aviez pris, je sais pas, on prend un exemple, il y a une instauration d'un traitement par Zyprexa, vous avez pris 10 kilos sous Zyprexa, quand vous l'arrêtez, est-ce que vous retournez à votre poids de base, c'est-à-dire vous perdez les 10 kilos? Et ben donc, ce qu'on voit ici, quand même, hein, c'est que 80% des patients, même à l'arrêt de la prise de poids, globalement, ne reviennent pas à l'état de base. Et seulement 20, c'est-à-dire un quart des patients, retournent, entre guillemets, à leur poids habituel. Et donc, c'est quand même des choses qui sont, je crois, quand même importantes à savoir. Et on ne peut pas voilà, se cacher derrière un arbre en disant que non, les antipsychotiques ne font pas prendre de poids. En moyenne, quand même, les antipsychotiques peuvent faire prendre du poids. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est quand même intéressant, et à mon avis, c'est même très important, et je crois qu'il faut quand même vraiment le voir comme ça, euh, c'est d'essayer dans ces antipsychotiques, et ça pour des raisons qui sont vraiment liées aux récepteurs, et l'affinité aux récepteurs vont pas du tout forcément avoir le même effet, le même risque de prise de poids. On l'a déjà vu un petit peu dans les premiers schémas que je vous ai présentés. Et donc ce qu'on voit, c'est dans ce tableau, hein, quand on regarde, là en l'occurrence, c'est une comparaison des effets métaboliques, mais donc syndrome métabolique, mais on voit aussi qu'il y a la ligne prise de poids ici. Euh, L'aripiprazole, qui est l'Abilify, bah, globalement, au niveau métabolique et au niveau de prise de poids, c'est faiblement pourvoyeur, c'est ce qu'on avait déjà vu. Pour le Risperdal, c'est
un peu plus que l'aripiprazole, donc risperidone, risperdal. Pour la quetiapine ou le Xeroquel, on commence à avoir un risque qui est quand même modéré, un risque de trouble du cholestérol qui est plus important, et donc une prise de poids qui est quand même intermédiaire. Et les molécules qui font, a priori, potentiellement pour prendre le plus de poids sont la clozapine et l'olanzapine, avec un risque métabolique qui est quand même important. Et donc, je crois en fait que quand on instaure un de ces traitements antipsychotiques, ils peuvent être, et c'est vraiment pas la question, c'est-à-dire que ces traitements peuvent avoir des intérêts thérapeutiques très importants, ils peuvent être tout à fait bénéfiques à des moments, notamment dans les phases maniaques, hein, où par exemple, on sait que l'olanzapine est un bon antimaniaque et que ça peut très bien marcher pour euh, voilà, annihiler la manie. Euh, c'est juste que cette question-là, en tout cas, je trouve, des effets indésirables et de la prise de poids, doit être systématiquement reposée. J'essaie de m'expliquer. Il y a un épisode aigu, on instaure des traitements antipsychotiques, notamment si je pense à la manie, bah, des fois, c'est quand même nécessaire d'introduire un traitement antipsychotique parce qu'on sait que c'est quand même efficace pour réduire la manie et un enjeu considérable d'un point de vue pronostic, avec la manie diminue, pour regagner le TIMI. On instaure un traitement dans ce contexte-là, mais après, il y a une question qui est quand même la question de la tolérance au long cours. Admettons, bah, l'épisode, finalement, ça va mieux, la manie diminue, et il y a une question du traitement au long cours, et du traitement on appelle de maintien, hein, pour essayer d'éviter qu'il y ait une rechute. Et là, je crois que la balance bénéfice-risque, parce que là, on est vraiment dans la perspective éviter la récidive, donc dans le traitement un peu long cours, ce qui est un peu différent quand même des traitements qu'on peut donner pendant les épisodes, hein, où c'est une phase aiguë. Et donc, bon, si pendant un mois, il y a des traitements qui vont prendre du poids, ok, ça va peut-être faire prendre du poids, mais c'est peut-être pas l'enjeu immédiat. Et, euh, et sur un mois, bah, il y a peut-être moins de chances quand même que la prise de poids soit considérable. Par contre, quand on est dans la phase de maintien et dans la phase de prévention des récidives d'un épisode éventuel, bah, il y a quand même, je trouve, toujours cette légitimité, même quand il y a une euthymie, une bonne stabilité thymique, à repenser à quel serait le meilleur traitement possible ou la meilleure combinaison de traitements possible. Et là, je crois que de façon vraiment importante, hein, cette question des effets indésirables en général, et en l'occurrence de la prise de poids, doit être soulevée et discutée dans la balance bénéfice-risque. Alors là, vous voyez sur le dessus de la diapositive, je me suis intéressé, voilà, je vous ai rapporté une étude que je trouve intéressante sur le lithium, parce que le lithium, il est considéré quand même par beaucoup de patients, beaucoup de psychiatres, comme étant fortement pourvoyeur de prise de poids. Et donc, je vous ai mis de nouveau une méta-analyse qui est relativement récente. Donc, la méta-analyse, je rappelle que c'est l'étude qui regroupe plusieurs autres études. Alors là, vous voyez qu'il y en a 9 ici. Donc, c'est 9 études qui se sont intéressées a priori à la prise de poids avec le lithium, le traitement par lithium. Et si on fait ce qu'on voit, c'est les petits carrés noirs que vous voyez ici, on voit que dans les études, en fonction des études, il y en a qui ont une tendance les carrés noirs sont à la droite du zéro, et donc ils ont une tendance plutôt à augmenter. Il y a effectivement une vraie prise de poids sous lithium dans ces études-là. Et à l'inverse, il y a des études qui ne montrent pas de différence significative sur le poids. Si on fait globalement, je simplifie un peu les choses, mais si on prend une sorte de moyenne de tout ça et qu'on regarde, est-ce que oui ou non, si on additionne un peu toutes ces études-là, est-ce que oui ou non, en moyenne chez tous ces patients-là, il y a une prise de poids sous lithium? Bah, ce qu'on voit, c'est que finalement, la prise de poids est, somme toute, pas énorme, hein, puisqu'il y a plus 0,462 kg et que cette différence est pas significative. Alors, voilà, c'est une étude. Il y a d'autres études, hein, il faut là aussi, hein, il y a des études qui rapportent clairement une prise de poids sous lithium. Euh, c'est la méta-analyse la plus récente que j'ai trouvée sur le sujet, donc celle qui regroupe le plus d'études. Et donc, en moyenne, là, avec cette étude-là, c'est cette étude-là, ce qui ne veut pas dire que c'est là aussi gravé dans le marbre, mais quand même, il y a des arguments pour dire que la prise de poids sous lithium est relativement modérée.
Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, et vous avez vu mes schémas précédents où il y avait deux croix, donc il y a quand même des vrais arguments pour dire, et il y a des études qui ont montré une prise de poids, de prise de poids sous lithium, mais en moyenne, quand on prend toutes ces études-là, c'est pas majeur. En tout cas, clairement, moins que certain nombre de traitements, notamment les traitements comme antipsychotiques qu'on a détaillés auparavant. Alors, ce qui est intéressant là aussi, je trouvais, dans cette même étude, c'était que la prise de poids est plus importante, en fait, à l'instauration et au début du traitement. Donc là, dans ces études, dans cette partie de la méta-analyse, ils sont intéressés à des patients qui sont traités sous lithium depuis moins de 12 semaines, vs des patients qui sont traités au lithium de plus de 12 semaines. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la prise de poids est globalement quand même plus importante à l'instauration que quand on continue le lithium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut y avoir avec le lithium très probablement une prise de poids au début de X kilos et qu'a priori cette prise de poids va pas continuer ou en tout cas est moins importante quand on le prend un peu plus au long cours. Là aussi, ils ont regardé comparaison lithium avec un placebo et ils ont pas mis voilà, donc là ce qu'ils font c'est qu'ils ont regardé donc dans ces trois études. Alors là pour faire vraiment tirer des résultats clairs, c'est quand même discutable puisqu'il n'y a que trois études dans la méta-analyse, enfin quatre. Mais dans ces quatre études qui ont comparé lithium et placebo, donc c'est-à-dire voilà, des patients qui prenaient un placebo et des patients qui prenaient du lithium, en termes de prise de poids, il n'y a pas eu de différence significative qui a été objectivée entre prendre un placebo et le lithium sur la prise de poids. Dernier moyen enfin, dernier comparateur, si je puis dire, avec le lithium, c'est avec les antidépresseurs. Euh, et donc, avec les antidépresseurs, alors là, ils en ont pris, là, c'est pareil, plusieurs en fonction des études, mais ils ont regardé et ils évoquent que globalement, la prise de poids sous antidépresseurs est a priori plus importante, et cette fois-ci de façon significative, que avec le traitement par lithium. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est pas forcément des choses qui sont vraiment évidentes. Et des fois, voilà, quand il y a une dépression bipolaire, bah, il y a toujours cette question des traitements antidépresseurs ou pas, etc. Et des fois, dans le choix, le lithium peut faire peur. Voilà, je sais qu'il y a encore des gens qui ont beaucoup d'impression, enfin, d'appréhension avec ce traitement-là, mais en l'occurrence sur la prise de poids, c'est pas clairement, a priori, d'après en tout cas cette méta-analyse, pas le pire. Ok, est-ce que vous voulez faire, est-ce qu'il y a des questions sur les traitements ou est-ce qu'on fait les questions à la toute fin? Beaucoup de Il y a On quand peut, même questions. quelques questions. Peut-être c'est bien d'en faire oui. quelques-unes. Oui, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Comme ça, après, on se prendra un temps à la fin pour les questions générales. Bah, je suis tout à fait disponible parce que c'est quand même quelque chose d'important. Alors déjà, il y a deux questions identiques de Véronique et de Marilyn. Attendez, je la reprends sous les yeux. Euh, excusez-moi, ça, c'est parti. Pas de souci. Cette augmentation de poids est due à une augmentation de l'appétit ou à une diminution de la dépense énergétique? Alors là aussi, hein, c'est des super questions à chaque fois, hein. C'est-à-dire que, notamment, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les antipsychotiques, visiblement, c'est pas forcément les mêmes mécanismes de la prise de poids en fonction des traitements. Pour les antipsychotiques notamment, qui sont quand même, on va dire, les molécules qui sont un peu les plus pourvoyeuses de prise de poids, ce qui est rapporté, c'est qu'en fait, déjà, ça peut augmenter considérablement, notamment pour la kétiapine, la sensation de faim, et donc augmenter la prise de poids par ce biais-là. Néanmoins, et moi, c'est une impression que j'ai clinique, hein, qu'il y a quand même des patients qui rapportent pas une augmentation d'appétit du tout et qui prennent quand même du poids. Alors après, j'ai pas traité là dans cet exposé vraiment les mécanismes physiopathologiques sous-jacents de la prise de poids pour chacun de ces traitements. Mais globalement,
en tout cas pour les antipsychotiques, un certain nombre d'entre eux, notamment l'olanzapine et la quétiapine, ça peut augmenter la sensation de faim, mais ça peut quand même augmenter, et ça a quand même un impact, à mon avis, métabolique, qui peut favoriser cette prise de poids. Ce qui ne veut pas dire, là encore une fois, hein, je veux bien nuancer mes propos, puisque sur par exemple, des traitements comme la quétiapine, on voit aussi des gens qui prennent pas 1 gramme sous quétiapine, et ça, on le voit quand même régulièrement. Et on va le voir dans la dernière partie juste après. Et on a commencé à le voir dans la première partie. Je me suis pas mal attardé sur les traitements parce que je sais que c'est des questions qui reviennent régulièrement, mais vous avez pu voir aussi qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent jouer. Et effectivement, votre remarque, elle est très bonne, hein, puisque le fait, par exemple, je prends l'exemple typique, on a une dépression bipolaire, on a de l'hyperphagie dans le cadre de cette dépression. On a moins d'activité, on fait moins d'activité, on a moins d'énergie, on a moins envie de faire de choses, on prend du poids, le traitement qui est instauré, parce qu'on sait que c'est un traitement en théorie qui fonctionne bien dans la dépression bipolaire, le traitement par quétiapine, on va instaurer la quétiapine et on va dire, c'est la quétiapine qui me fait prendre du poids, alors que peut-être la quétiapine participe, hein, mais il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer, et des facteurs que vous avez soulignés comme le manque d'énergie, le manque de motivation ou encore l'hyperphagie. Voilà. Il y a plusieurs questions par rapport. Est-ce qu'il a Oui. été observé des différences de poids en fonction du sexe du patient? Et est-ce que la prise de poids, c'est une autre personne qui pose ces questions, est dose dépendante? Ouais, là aussi, tout ça, c'est des très bonnes questions. Alors, sur les différences de genre, on sait que ce qui est sûr, c'est que, alors, il y a la distinction entre un peu l'obésité androïde et gynoïde, mais je crois pas qu'il y ait, en tout cas, est-ce qu'il y a peut-être qu'il y a des études, effectivement, j'ai pas forcément traité la question entre euh, des différences de genre homme-femme sur la prise de poids. C'est vrai que j'ai pas forcément traité la question et donc j'ai pas vraiment regardé. Pourtant, c'est une question qui est vraiment intéressante et donc ce que je peux vous proposer, c'est de regarder et de faire un tour dans la littérature. Et donc, je peux vous faire un retour par mail ou voilà pour essayer de répondre à cette question-là. Parce que j'ai peur de vous dire des bêtises, parce que je suis pas complètement, voilà, j'ai pas forcément traité cette partie-là, différence homme-femme sur la prise de poids par les traitements dans le trouble bipolaire, quoi. Je ne sais pas s'il y a des études, il doit y en avoir probablement, c'est de plus en plus fait, donc il doit y avoir des choses, donc je regarderai avec grand plaisir et puis je pourrais vous faire éventuellement un retour par mail sur cette question-là, quoi. Et la deuxième question, est-ce que c'est dose dépendant? Là aussi, ça dépend des traitements, mais pour un bon nombre de traitements. Alors, ça dépend des traitements, là aussi. Et oui, ça dépend de quel type de traitement, même au niveau des antipsychotiques, il peut y avoir des différences à ce niveau-là. Mais globalement, ce qui se dit classiquement, c'est que les antipsychotiques, typiquement, il y a un effet seuil, hein, c'est-à-dire que les récepteurs qui sont particulièrement incriminés pour favoriser la prise de poids avec les antipsychotiques, c'est des récepteurs enfin, histaminergiques. Et ces récepteurs, au bout d'un moment, ils sont saturés à une dose relativement faible. Donc, c'est-à-dire que plus on augmente la dose, au bout d'un moment, on peut augmenter la dose fois 3, fois 4. A priori, ces récepteurs seront déjà saturés, donc ça n'aura pas de tendance à majorer la prise de poids. Néanmoins, c'est pas la même chose sur la prise de poids, de prendre 50 mg par exemple de quétiapine ou de Xeroquel et 300 mg, clairement, ça va de soi. Mais il y a probablement une variation au niveau de la dose. Il y a un palier, au bout d'un moment, les récepteurs sont saturés, les récepteurs incriminés, et donc il y a, derrière, en conséquence, il n'y a pas forcément une prise de poids plus importante, en tout cas à ma connaissance. Voilà. Alors, il y a vraiment un grand intérêt hein, par rapport à tout ce que vous dites quand on voit le nombre de questions que nous avons là à l'écran. Nous avons un spectateur anonyme qui dit bonjour et merci. Sait-on si la prise de poids sous traitement pourrait être liée à une vulnérabilité déjà existante avant la mise sous traitement? Exemple, personne déjà en surpoids avant la mise sous traitement qui aurait tendance à prendre encore plus facilement du poids avec le traitement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est des questions super intéressantes là aussi, parce que
moi, j'en suis complètement convaincu, hein, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'histoire de la réponse au traitement, c'est-à-dire qu'on sait que pour deux personnes données, on va pas répondre de la même façon, et c'est pareil pour les effets indésirables. Et donc, oui, il y a une vulnérabilité, notamment, d'ailleurs, qui peut être relativement connue, hein, c'est-à-dire que sur les antipsychotiques, par exemple, on sait que, il peut y avoir des différences de métabolisme des traitements, par des enzymes hépatiques qu'on appelle donc les cytochromes, et on sait que des mutations génétiques de ces cytochromes peuvent jouer sur le métabolisme des traitements. Et donc, par exemple, un certain nombre de mutations génétiques de ces cytochromes-là peuvent ralentir le métabolisme, et donc il y a le traitement reste plus longtemps dans le sang, mais plus de temps à être éliminé. Donc, de ce fait, en fait, les effets indésirables en général, mais donc je vois pas pourquoi la prise de poids serait pas dedans. Ont tendance à être majorées. Et donc, oui, là aussi, je suis convaincu qu'il y a une vulnérabilité un peu innée. Ça, d'ailleurs, c'est comment explique-t-on que deux patients sous un traitement, il y a un patient qui va prendre 20 kilos et un patient qui va prendre 0 gramme. Il y a cette vraiment question de l'hétérogénéité qui, à mon avis, est en grande partie biologique dans la réponse au traitement, tant en termes d'efficacité et tant en termes d'effets indésirables, quoi. Donc, oui, je suis tout à fait convaincu de ça, ouais. Alors, je continue. Léa pose une question. Donc, elle dit, je prends de la kétiapine depuis 5 ans et j'ai pris 50 kilos. Y a-t-il une Mhm. alternative pour changer ce traitement et réussir à mincir dignement? Je comprends. Et loin de moi l'idée pour Léa de dire que la kétiapine ne peut pas favoriser la prise de poids. Euh, Là, on revient en fait à cette question de la balance bénéfice-risque. Pour répondre à cette question mais qui est une question intéressante, parce qu'un peu globale en fait, et donc là c'est l'exemple de la kétiapine, mais ça pourrait être le cas pour de manière un peu générale. Il y a plein de choses qu'il faut poser. C'est nous, psychiatres, en termes de choix de traitement dans le trouble bipolaire, il y en a quand même un certain nombre. Quand on instaure un traitement, il faut qu'on se pose la question de ce traitement peut-il être efficace chez Léa, par exemple, compte tenu de la pathologie bipolaire qu'elle présente. J'essaie de m'expliquer. C'est pas la même chose en termes de choix de traitement. Un patient bipolaire qui va présenter plus de récurrences dépressives, donc par exemple 10 épisodes dépressifs et une hypomanie et une manie, qu'un patient qui va présenter 20 manies et 3 dépressions. Ce que je veux dire par là, c'est que le choix du traitement qui doit être, qui peut être fait, dépend de pas mal de choses, doit dépendre en tout cas de pas mal de choses. Il doit dépendre justement, ce que je vous ai dit, un peu voilà, de la polarité prédominante, parce qu'on sait que est-ce que c'est plutôt dépressif, est-ce que c'est plutôt maniaque, est-ce qu'il y a plus un risque de rechute dépressive ou maniaque. Est-ce qu'on sait que le choix de ces traitements, par exemple la kétiapine, peut être particulièrement efficace, pas que, hein, mais dans la dépression bipolaire, tout comme la lamotrigine. Tandis que la lamotrigine, c'est l'exemple de tout à l'heure, c'est pas forcément un anti-maniaque de premier choix. Donc, pour choisir ce traitement, il y a déjà cette question-là. Et après, c'est pas, et après, c'est en même temps, hein, d'ailleurs, doit, à mon avis, se poser la question tout à fait de la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà eu d'autres traitements qui ont été proposés? Est-ce que d'autres traitements pourraient être intéressants également d'un point de vue thérapeutique? Et pour autant, peut-être mieux toléré sur la question de la prise de poids. Je prends l'exemple de l'Abilify, par exemple, hein, qui est un traitement qui peut être intéressant. Est-ce qu'il a déjà été essayé auparavant? Si non, ça peut être une option, par exemple. Et si oui, est-ce qu'il avait été bien toléré ou efficace? C'est la question. En fait, je crois que quand il y a un choix de traitement de manière globale, mais là où je rejoins Léa, c'est que je crois qu'il faut absolument reposer cette question-là. Parce que par exemple, une prise de poids de 50 kilos, eh ben, on ne peut pas dire que, il n'y a pas de conséquences éventuelles sur je veux dire, sur la santé en général, sur la santé physique. Après, je reprends aussi quand même les propos du début qui sont dans cette prise de poids de 50 kilos. La kétiapine probablement a joué et peut-être joue entièrement, hein, ou une grande part de cette prise de poids. Mais c'est aussi intéressant de
poser quand même aussi les questions de est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres facteurs associés qui peuvent jouer sur cette prise de poids, sur lesquels il pourrait y avoir une action. Je ne sais pas, des facteurs, on les a vus, hein, addictifs, est-ce que sur la dépression, est-ce que sur des choses qu'on va voir un peu après sur le dernier chapitre sur l'activité physique, etc. Enfin voilà, il y a peut-être aussi d'autres facteurs qui pourraient permettre de favoriser la perte de poids dans ce contexte-là. Mais euh, voilà, il y a des traitements, on en a quand même beaucoup. Et je crois que quand il y a un effet indésirable majeur comme celui-ci, il faut toujours se poser la question avec le psychiatre de la balance bénéfice-risque de ce traitement et de voir s'il n'y a pas d'autres options et d'autres alternatives thérapeutiques. Donc votre question est très bonne, hein. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives thérapeutiques? C'est possible. Donc là, ça dépend après un peu de chacun. Après, Voilà. Léa complète en disant le sucre et le gras sont des puissants anxiolytiques du stress et pour les angoisses. Et oui. Et oui, oui, et bah ça, c'est le problématique de. Et alors, effectivement, vous voyez, dans le trouble bipolaire, on va trouver plus de tendance aux addictions. Et donc, effectivement, il peut y avoir. Je comprends tout à fait ce que vous dites sur ce qu'on pourrait appeler une sorte de trouble du comportement alimentaire, sur le fait voilà, de soulager un peu ces angoisses avec le sucre et le gras, même si c'est bien sûr des choses que je comprends tout à fait. Et donc, là aussi, c'est une vraie question. Est-ce que cette appétence pour le sucre et le gras, pour calmer les angoisses, est-ce qu'il pourrait pas y avoir des moyens de travailler sur trouver d'autres stratégies pour diminuer ces angoisses que le sucre et le gras? Est-ce que en dehors même des traitements, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités psychothérapeutiques pour essayer voilà, d'avoir une anxiolyse qui soit intéressante en dehors du sucre et du gras. Parce que c'est sûr que s'il y a une angoisse importante et que quand vous êtes très anxieuse et le réflexe est un peu de prendre du sucre et du gras, bah, c'est sûr que voilà, ça joue clairement cette prise de poids. Est-ce que là-dedans, la kétiapine joue sur cette appétence à la prise de sucre et de gras? Je ne peux pas vous dire non. Mais je peux vous dire que il y a peut-être d'autres alternatives thérapeutiques et il y a aussi peut-être d'autres moyens d'action, même si vous gardez la quetiapine, qui peuvent être intéressants pour essayer de diminuer cette prise de poids. Oui, on pourrait OK. peut-être passer au Passer, oui. chapitre Ouais, suivant. Après une Blandine, tu veux? Non, non, je pensais passer au chapitre suivant. Bon, Et puis, avec on a plaisir. certainement des questions déjà. oui, D'accord. on en a pour Ok. jusqu'à 22 heures. D'accord. Au moins, Euh, alors, donc là, maintenant, on a parlé des choses. Alors, voilà, je pourrais, et puis bien volontiers, un moment pour faire retraiter le sujet de façon plus approfondie sur la physiopathologie, enfin, voilà, les questions que vous avez soulevées, etc. Donc là, j'ai fait quelque chose d'assez, on va dire, global, sur lequel, sur la dernière partie, euh, je vous ai mis en première slide donc, les recommandations HS, en fait, hein, donc quelque chose qui est très classique, de comment améliorer la prise en charge somatique des patients ayant une pathologie psychiatrique sévère et chronique. Donc, qui date de 2015. Et en fait, dans ces recommandations, bon, je les ai listées un peu, celles qui me semblaient les plus pertinentes les plus pertinentes. Et vous verrez qu'il y a quand même bon nombre de ces recommandations qui s'intéressent justement à la prise de poids. Voilà, donc, vous voyez, comorbidité somatique en général, et donc la prise de poids, évidemment, en fait partie, et les comorbidités associées. Donc, bon, il faut être. Donc, ça, c'est ce qui nous recommande à nous, en tant que soignants, hein. Donc, il faut être proactif pour essayer de dépister des comorbidités somatiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les consultations psychiatriques liées vraiment à la pathologie psychiatrique, c'est une chose. Ce qui ne veut pas dire que, il ne faut pas s'intéresser au reste. À mon avis, c'est une erreur qu'on fait trop souvent, c'est de vraiment discerner ce qui se passe d'un point de vue physique et d'un point de vue psychiatrique. Alors, certes, des fois, il n'y a pas le temps, il n'y a pas, voilà, mais je crois que on ne peut pas décemment proposer des traitements qui peuvent jouer sur notamment l'aspect métabolique, la prise de poids, ou ne serait-ce que de parler d'une pathologie qui, on l'a vu, peut, par des vulnérabilités communes, la pathologie en soi, augmenter le risque de prise de poids et faire comme si ce n'était pas le problème des psychiatres. Et donc, ça doit faire partie de la surveillance. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Donc voilà, est-ce que c'est avec le médecin généraliste ou avec le psychiatre? C'est toujours la même question, mais je pense que, en tout cas, quand on instaure un traitement, ça me semble pas du tout inepte de surveiller un peu ces choses-là, de la prise de poids, au moins de voir avec le patient avant l'instauration du poids, pardon, du traitement, quel poids il est, et de surveiller régulièrement s'il y a prise de poids ou non. S'il y a prise de poids, bien sûr, d'aller un peu plus loin dans le dépistage euh, euh, des, des comorbidités. Et donc ça va un peu avec le point 2 qui est d'identifier clairement un soignant qui assure le suivi somatique parce que moi ce que je constate en clinique et voilà, hein, des fois je peux être le premier à le faire, c'est considérer que ça c'est le rôle du médecin traitant et à l'inverse le médecin traitant considère que ça c'est le rôle du psychiatre et donc il faut, je crois en tout cas dans le parcours du patient, identifier assez clairement qui prend en charge de ce point de vue-là le patient. Il faut aussi rechercher systématiquement des facteurs de risque cardiovasculaires, donc diabète, hypertension artérielle, dyslipidémie, syndrome métabolique, obésité, tabagisme. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, là aussi, quand on fait une surveillance, on va le voir un peu plus tard, instauration d'un traitement ou non d'ailleurs, hein, il faut, et je crois que les psychiatres doivent le faire autant que les généralistes, hein, faire des bilans de contrôle, donc de surveillance, et donc d'avoir régulièrement des prises de sang. Alors certes, c'est pas très agréable les prises de sang, mais pour dépister un certain nombre de choses comme le diabète, la dyslipidémie, et donc des arguments en faveur de l'ensemble métabolique. Euh, Pareil, qu'il y ait une mesure régulièrement de la tension artérielle. Alors, en général, ça se fait plutôt en cabinet de médecine générale, mais bon, donc évidemment de l'obésité, donc c'est-à-dire bah voilà, considérer l'IMC, hein, c'est-à-dire combien vous mesurez, combien vous pesez, et de voir, donc de parler de ça en fait, hein. Euh, Évaluer effectivement aussi le mode de vie du patient, parce que en fait, ce qu'on constate beaucoup, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, plus de sédentarité, pas forcément des bonnes habitudes alimentaires, plus de retrait social qui fait qu'il y a tendance à l'isolement et donc plus de difficultés à ce niveau-là. Donc mesurer l'IMC, je l'ai déjà dit, et le périmètre abdominal, rechercher systématiquement des addictions et donc les prendre en charge. Bon, c'est un peu, ça va un peu de soi, mais faut-il encore le faire et s'intéresser? C'est-à-dire que très souvent, ce qu'on voit, c'est que, je sais pas, voilà, je prends en charge quelqu'un pour le trouble bipolaire, on va s'intéresser qu'au trouble bipolaire, alors qu'en fait, on sait très bien que pour la rémission, ne serait-ce que du trouble bipolaire, il y a un intérêt très fort à prendre en charge les autres comorbidités. Et donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter à diversifier les prises en charge. Je crois que chacun a un peu ses spécialités. Et donc, voilà, par exemple, dans le cas du trouble bipolaire, moi, ça ne me choque absolument pas qu'il y ait aussi un suivi addictologique conjoint, un suivi psychothérapeutique conjoint. Et je ne suis pas complètement convaincu et sûr que le psychiatre puisse tout faire. Et donc, et voilà, idem avec le médecin généraliste. Mais ce qui est important, c'est que je crois qu'il y a vraiment une communication entre ces différents intervenants pour savoir qui fait quoi, qui s'occupe de quoi et quels sont les objectifs à chaque fois, à la fois sur le plan psychiatrique et à la fois sur le plan des comorbidités et donc de la surveillance physique, quoi. Euh, alors ça, c'est devenu médico-légal, hein, c'est-à-dire que maintenant, quand il y a un passage aux urgences ou une hospitalisation, y compris en psychiatrie, dans les 24 heures, et c'est médico-légal, il doit y avoir un examen physique et somatique avec une traçabilité dans le dossier. C'est-à-dire que tout patient hospitalisé devrait en théorie bénéficier d'un examen physique un peu complet dans le cadre d'une hospitalisation, y compris en psychiatrie. Alors, il va de soi que quand il y a une manie très importante, c'est pas toujours évident de faire un examen physique de très bonne qualité, mais il faut en tout cas essayer de faire du mieux qu'on peut. Et en l'occurrence, notamment, moi, ça me semble vraiment important quand il y a une hospitalisation, de façon systématique, il y ait une prise de poids et que ça ne disparaisse pas dans les méandres du dossier, mais que vraiment on voit, OK, bah, au début de l'hospitalisation, tel poids, on a instauré tel traitement, et est-ce qu'il y a une prise de poids associée ou pas? Enfin voilà, c'est des choses très importantes à faire et qui sont absolument indispensables à mon avis. Normalement, c'est au médecin d'adresser des courriers au psychiatre sur son suivi physique et donc voilà, de voir un peu, faire le point un peu global sur l'aspect physique. Ce qui ne veut pas dire, à mon avis, que le psychiatre doit faire comme si ça n'existait pas. En fait, vu que chacun considère que c'est le rôle de l'autre, ce qui peut se passer très souvent, c'est que bah, le patient il est au milieu et en fait, personne ne le fait. Et ça, c'est quand même vraiment dommage. Donc, je crois que dans le patient, il y a une recommandation forte et je crois qu'il faut oser hein, discuter de ça avec ses psychiatres et son médecin généraliste pour voir comment s'organise un peu ce suivi-là.
Alors, la surveillance recommandée en France, enfin globalement, c'est la surveillance qui est censée être faite de façon quasiment systématique, qui en pratique, à mon avis, n'est pas faite de façon systématique, mais c'est ce qu'on devrait faire. Et donc, vous voyez qu'il y a une surveillance au temps zéro d'instauration d'un traitement. Donc, ça veut dire, avant d'instaurer un traitement, il faudrait regarder l'histoire personnelle et familiale, et notamment s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire, diabète, obésité, etc. Si le poids à l'IMC, le périmètre abdominal, la glycémie à jeun, faire un bilan du cholestérol, une mesure de tension artérielle, un ECG. Et vous voyez que pour le poids et l'IMC, il faut répéter ces mesures à un mois, à 2 mois, à 3 mois, tous les trimestres. Et donc, en fait, tous les 3 mois, il faut qu'il y ait ce type de mesures pour regarder un peu et essayer d'objectiver cette prise de poids. Je reviendrai après sur pourquoi c'est important de le faire, et notamment au début. Et sur les examens, en l'occurrence biologiques, la glycémie à jeun, bah, c'est bien de le faire donc avant l'instauration d'un traitement, et il faut le faire à 3 mois, puis de façon annuelle. Idem pour l'évaluation du cholestérol, idem pour la tension artérielle, et le CG, en général, on le fait avant l'instauration, à un mois, puis de façon annuelle. Donc, c'est quand même, vous voyez que je pense que déjà, si c'était fait de façon un peu systématique, et donc ça veut dire que quand on fait ce type de bilan et ce type de surveillance, bah, mine de rien, en consultation, on en parle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder un bilan et faire comme si on n'avait rien vu. Et donc, je crois que c'est quand même vraiment, ça, c'est vraiment souhaitable que ce type de bilan de surveillance soit fait de façon systématique. Et donc, ça peut être fait de façon conjointe avec le médecin traitant, ça peut être fait par le psychiatre, ça peut être fait par le médecin traitant lui-même, mais il faut que les choses, les rôles soient clairement identifiés, et que au milieu, les patients ne soient pas sans une surveillance importante de ces paramètres, parce qu'on sait que c'est tout à fait lié avec bah voilà, les facteurs de risque qu'on a déjà établis. Pourquoi c'est vraiment important? Parce que si je reviens juste sur la slide d'avant, je vous ai dit pour IMC, il faut le surveiller de façon rapprochée, et notamment au début de façon importante. Donc là, je vous ai montré une étude en fait qui s'intéresse à la prise de poids sous antipsychotiques. Et en fait, ce qu'on constate par cette étude, et c'est pas la seule, c'est que quand il y a une prise de poids relativement importante à l'instauration du traitement, c'est assez prédictif d'une prise de poids au long cours avec ce traitement. Je m'explique. Vous débutez un traitement, là, aujourd'hui, et vous prenez plus de 5% de votre poids. Je sais pas, vous êtes 70 kilos, et au bout de 1 mois, vous êtes à 78 ou quelque chose comme ça. Euh, eh bien, cette prise de poids conséquente à l'instauration d'un traitement, elle est probablement prédictive que ce traitement va vous faire prendre du poids au long cours. Et donc, c'est ce qu'on voit ici sur la courbe, hein. C'est-à-dire que vous voyez que les gens qui prennent du poids très vite, ils ont tendance à la fin à avoir une prise de poids beaucoup plus importante que les gens qui prennent peu de poids au début. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on instaure un traitement, je prends l'exemple du Zyprexa ou de la kétiapine, et qu'il y a cette prise de poids importante au début, je crois que c'est tout à fait légitime que voilà, on se dise bah, il y a de fortes chances que ce traitement vous fasse prendre du poids au long cours. Et donc de se poser au moins la question, des fois c'est pas possible, hein, c'est vrai, mais de au moins se poser la question de est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres alternatives thérapeutiques dans ce contexte-là. Et ça, vraiment, je crois que c'est vraiment souhaitable. Et donc, c'est ce qui veut dire aussi que, en tant que patient, on peut aussi aller voilà, quand il y a une instauration de traitement, de se peser avant et de vérifier à 1 mois, puis à 2 mois. Et s'il y a une prise de poids qui est vraiment significative à ce moment-là, on ne peut pas dire vous aviez un poids qui était stable, et puis on vous instaure un traitement, 1 mois après, vous avez 10 kilos de plus. On ne peut pas dire que le traitement n'y est pour rien, très clairement. Euh, et donc là, dans ce contexte-là, je crois que cette balance bénéfice-risque doit être discutée. Alors après, sur finalement, en fait, un peu les moyens de prise en charge qu'on a pour cette prise de poids dans le trouble bipolaire, là aussi, je vous ai mis presque que des méta-analyses, puisque aujourd'hui, c'est un peu les études qui font foi avec les recommandations, bien sûr, qui font foi pour voilà, affirmer un peu des choses d'un point de vue scientifique. Et donc cette méta-analyse qui regroupe plusieurs études qui se sont intéressées à l'intérêt des mesures hygiéno-diététiques dans le trouble bipolaire concernant la prise de poids montre très clairement
qui a un intérêt important et très significatif à insister sur ces mesures hygiéno-diététiques. Et donc, ce qu'il y a, c'est que le problème dans cette méta-analyse, c'est que les types d'interventions, parce que mesure hygiéno-diététique, ça veut un peu tout et rien dire quand même. Le type d'intervention de ces mesures hygiéno-diététiques n'est pas très clair, mais globalement, on imagine bien ce qu'il y a là-dessous, hein. C'est un régime équilibré, type méditerranéen. Je crois qu'il y a Guillaume Font qui vous a parlé des régimes alimentaires dans les pathologies psychiatriques, et c'est vraiment des choses qui sont importantes et intéressantes. Donc, une alimentation équilibrée, une activité physique qui est quand même régulière, voire enfin, des consultations avec des diététiciennes pour revoir cette façon du régime alimentaire. Ça, c'est des choses qui ne sont pas très compliquées et quand même qui peuvent bien fonctionner, hein. De prendre un rendez-vous avec une diététicienne, ça peut vraiment des fois permettre de modifier au long cours des habitudes alimentaires. Et donc, c'est vraiment des choses importantes. Et puis après, il y a toutes les interventions, effectivement, bon, bah, voilà, activité physique, sport, kiné, sport sur ordonnance et autres, qui peuvent être pertinentes sans parler de réduire les addictions, l'alcool, l'appétence au sucre, l'appétence au gras, le fait de grignoter, d'avoir un sommeil équilibré. Donc, vous voyez, en fait, il y en a plein, hein. On peut en parler comme ça pendant des heures, mais globalement, avoir une hygiène de vie saine, et ça, c'est de manière un peu globale, hein, c'est pas spécifique au trouble bipolaire. C'est vraiment intéressant. Et ce qui est par contre là intéressant, c'est que malgré cette vulnérabilité, si je puis dire, à l'augmentation du surpoids dans la pathologie bipolaire, quand il y a des mesures hygiéno-diététiques qui sont de bonne qualité, visiblement, ça marche quand même très bien pour réduire la prise de poids dans la pathologie. Alors, j'ai fait cette slide un peu volontairement parce que c'est des questions aussi là qu'on me pose relativement régulièrement. Est-ce qu'il existe des traitements pour perdre du poids dans le trouble bipolaire? Alors, la réponse est qu'il n'y en a aucun qui a l'AMM dans la prise de poids pour le trouble bipolaire. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui a l'autorisation de mise sur le marché pour vous avez un trouble bipolaire, vous voulez un traitement pour perdre du poids, il n'y a pas d'AMM dans cette pathologie pour ça. Néanmoins, est-ce qu'il existe des traitements qui pourraient être intéressants? Je vous en parle parce que, alors, il n'y a pas des recommandations claires là-dessus, hein, clairement pas, et pas de recommandations françaises sur le sujet. Mais dans la littérature internationale, ce qu'on voit en termes de niveau de preuve, c'est que des traitements comme la metformine, qui est un antidiabétique oral, y compris si vous n'avez pas de diabète, pourraient favoriser et donc, il y a eu plusieurs essais randomisés qui montrent que ça permet de diminuer la prise de poids avec plusieurs types de traitements. Là, je vous ai mis avec le Lanzapine, mais ça a été aussi testé avec d'autres traitements. Est-ce qu'il faut le faire en pratique? Je n'ai pas vraiment la réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas l'AMM et donc c'est pas complètement recommandé aujourd'hui. Euh, voilà, est-ce que la question peut se soulever? Je pense que c'est au cas par cas et je pense que ça peut toujours se discuter, mais voilà, on ne peut pas recommander décemment de façon très claire un traitement qui n'a pas l'AMM. Et en l'occurrence, il n'y en a aucun qui l'a. Alors, il y a quand même un bon espoir avec les nouveaux antidiabétiques oraux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du liraglutide, qui est un antidiabétique oral qui fonctionne visiblement très bien, et pas que chez les patients bipolaires, hein, c'est de manière un peu globale, pour le diabète et donc en l'occurrence aussi dans la prise de poids. Et donc là, il y a eu un essai contrôlé randomisé qui a été effectué dans le trouble bipolaire chez les patients atteints d'un trouble bipolaire stable et qui a montré une efficacité significative avec une diminution de 5% du poids. Néanmoins, toutes ces études-là sont quand même à prendre avec du recul. Ce que ça veut dire, c'est que, enfin, sont quand même à prendre, on va dire, avec des pincettes, parce qu'on n'a, à mon avis, pas assez de recul aujourd'hui pour véhiculer un message clair sur est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que c'est nécessaire ou pas, est-ce que c'est une possibilité. Donc, euh, aujourd'hui, je ne serais pas en capacité de vous dire si. Ce qui est sûr, c'est c'est une option, c'est des options thérapeutiques qui sont pas éliminées, qui peuvent être, à mon avis, intéressantes, mais trop peu de recul à ce jour pour savoir si ça peut avoir un effet sur la pathologie bipolaire, sur il y a des risques ou pas, etc. Donc, pour le moment, je ne pourrais pas vraiment me prononcer. Après, le liraglutide, dans la population générale, ça semble avoir une bonne efficacité, donc il n'y a pas de raison que dans le trouble bipolaire, ça n'en est pas. Sur des choix de traitement qui sont réputés comme étant à la fois pouvant agir sur le trouble bipolaire
et réduire la prise de poids. Là, c'est pareil, hein, il y a trop peu de données sur la littérature pour être sûr du message qu'on véhicule. Et donc, en tout cas, il existe des études qui montrent que ajouter de la Abilify, par exemple, à certains antipsychotiques à petite dose pourrait favoriser la prise de poids. Il y a l'histoire du topiramate, du modafinil, du bupropion. Tous ces traitements-là sont des traitements largement hors AMM. Et c'est pas du tout des traitements de première intention dans le trouble bipolaire, sauf la Abilify, mais pas à petite dose comme ça. Et donc, le niveau de preuve est, à mon avis, aujourd'hui trop bas pour considérer que c'est quelque chose qu'il faille absolument faire. Et quand on voit, en tout cas, ce qui est sûr, l'efficacité des mesures origino-diététiques par rapport à l'efficacité éventuelle de ce traitement-là, à mon avis, il faut mieux axer là-dessus. Même si voilà, il y a des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour perdre du poids et ça ne fonctionne pas. Bon, là, c'est des discussions un peu différentes, mais globalement, je ne suis pas complètement convaincu qu'aujourd'hui, il faille compter sur un traitement pour essayer de perdre du poids dans le trouble bipolaire. Euh, Dernière chose que je voulais vous parler, parce que c'est des questions qui m'ont aussi déjà été posées sur les questions de l'indication et de l'intérêt de la chirurgie bariatrique dans le trouble bipolaire. Alors là, je vous ai mis en fait les recommandations tout court hein, de la chirurgie bariatrique sur la HAS et donc déjà les indications pour euh, pouvoir bénéficier, entre guillemets, d'une chirurgie bariatrique, c'est un IMC supérieur à 40, donc ce qui est une obésité quand même vraiment importante, ou un IMC supérieur à 35 et des comorbidités associées, type hypertension artérielle, diabète, hypertriglycéridie, enfin, tu as un taux de triglycérides trop important. Ce qu'on appelle la NASH ou la stéatose non alcoolique, un syndrome d'apnée du sommeil, un syndrome des ovaires polykystiques, un asthme sévère. S'il y a une de ces comorbidités associées à un IMC supérieur à 35, il pourrait y avoir éventuellement une indication de chirurgie bariatrique. Alors après, normalement, c'est après échec hein, d'un traitement adapté, donc vu par, en l'occurrence, en général, un endocrinologue, et donc des mesures hygiéno-diététiques et éventuellement des traitements paros. Euh, dans les recommandations de la HAS, ce qu'il est évoqué actuellement, c'est une pathologie psychiatrique sévère non stabilisée, euh, euh, donc globalement une pathologie non stabilisée ou des épisodes dépressifs avec des antécédents de tentatives de suicide contre-indiquent, et même dans la révision là en 2024 de la chirurgie bariatrique, le fait d'avoir un trouble bipolaire que, idem, dans les contre-indications, le trouble de l'usage de l'alcool actif ou de substances en cours, ça contre-indique. Le fait d'avoir un trouble du comportement alimentaire étiqueté par un psychiatre, ça contre-indique la chirurgie bariatrique. Et de toute façon, il y a l'avis systématique et obligatoire, enfin, en tout cas, qui est recommandé, d'un avis d'un psychiatre ou d'un addictologue dans cette question de la chirurgie bariatrique. Euh, donc, il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut avoir une vigilance particulière parce qu'un certain nombre de modalités de cette chirurgie bariatrique, en fonction de la technique utilisée, peuvent avoir un impact sur l'absorption des traitements, donc sur les sleeves ou les bypass, des choses comme ça. Ça peut modifier l'absorption des traitements et donc ce qui est recommandé de façon assez claire, hein, c'est qu'un patient qui a un traitement thymorégulateur, par exemple, dans le cas d'un trouble bipolaire et qui va bénéficier d'une chirurgie bariatrique, il faut absolument surveiller le taux de médicaments dans le sang, l'absorption, parce que ça peut tout à fait jouer sur l'efficacité et même sur les taux sanguins, par exemple sur le lithium, hein, ça peut modifier l'absorption et donc il faut surveiller et renforcer la surveillance en lien avec ces traitements, parce que ça peut modifier un peu les choses du fait de l'intervention. Euh, voilà pour la chirurgie bariatrique. Donc, globalement, il y a une ambivalence assez importante sur est-ce que les pathologies ayant une pathologie psychiatrique, c'est pas un non catégorique. Je pense que ça dépend vraiment et des chirurgiens et de l'équipe dans laquelle vous tombez. Et ce qui est sûr, c'est qu'une pathologie non stabilisée, un trouble du comportement alimentaire ou des troubles de l'usage des toxiques contre-indiquent a priori la chirurgie bariatrique. Voilà pour la prise en charge. Et donc, voilà, on a pu aborder un peu la surveillance, les différents types de traitements possibles aujourd'hui. Et donc, j'ai tendance à dire qu'il faut axer sur les mesures hygiéno-diététiques. En tout cas, c'est aujourd'hui ça qui a fait le plus le preuve de son efficacité, même si j'ai bien conscience que c'est pas toujours si simple. Et je suis disponible pour répondre à vos questions. J'ai cru comprendre qu'il y en avait encore pas mal. Alors, moi, je commence par une question, peut-être, Blandine, excuse-moi.
Une question assez délicate. Bonsoir, donc un spectateur qui nous dit bonsoir. J'ai une adhérente qui souffre d'une cirrhose médicamenteuse. Elle a donc arrêté tout traitement avec son psychiatre et prend de l'homéopathie. Peut-on traiter des troubles bipolaires avec des traitements hors ceux allopathiques? Merci. Alors, mon avis sur la question, moi je vais avoir une réponse qui est un peu une réponse de recommandation en général dans le trouble bipolaire. À mon avis, non. À mon avis, non, parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à ma connaissance, l'homéopathie a pas montré suffisamment d'efficacité pour la prévention et le traitement des épisodes des troubles bipolaires. Et que ce qui est sûr, c'est qu'il y a un risque de rechute euh, important sans traitement thymorégulateur. Là aussi, ça dépend des gens. C'est-à-dire que c'est pas la même chose si cette personne n'a pas rechuté depuis 10 ans qu'il y a eu 3 épisodes la dernière année. Mais globalement, les recommandations, c'est quand même les recommandations en général dans le trouble bipolaire, c'est-à-dire d'avoir un traitement thymorégulateur au long cours. Et il faut savoir quand même qu'un certain nombre de traitements, typiquement le lithium, n'ont pas forcément un métabolisme hépatique et donc ne sont pas contre-indiqués hein, dans la cirrhose, même avec une cirrhose médicamenteuse. Voilà, après, j'entends tout à fait que quand on a une cirrhose médicamenteuse, bah, on est un peu une réticence à reprendre des traitements. Après, est-ce que les traitements homéopathiques sont suffisants pour protéger d'une rechute dans le cas du trouble bipolaire? C'est mon avis et a priori non. En tout cas, c'est pas démontré d'un point de vue scientifique. Ça, c'est très clair. Merci. Il y a une question de Anne-Marie, est-ce que la forme injectable de l'olanzapine a le même impact que l'olanzapine prise journalièrement? Alors, La question peut s'étendre à la Bilify, à toutes les formes injectables en fait. bien sûr, ouais. Alors, ce qui se dit, en tout cas pour le Zipadera, c'est a priori, du fait de la disponibilité du médicament, c'est qu'il y aurait un peu moins de risque d'effets indésirables au long cours. Et donc, non, c'est pas forcément exactement les mêmes médicaments. Et donc, le risque d'effet indésirable n'est pas forcément identique. Après, est-ce que le Zipadera, qui est la forme injectable de l'olanzapine, est-elle peu à risque de prise de poids? Je pourrais pas vous répondre. Non, oui, il y a quand même un risque de poids avec la forme injectable. Idem hein, pour la Abilify, on n'a pas forcément tout à fait les mêmes, enfin, ou sur les traitements injectables, on n'a pas forcément systématiquement les mêmes effets indésirables, bien que quand même c'est des molécules qui se ressemblent évidemment. Donc, ah oui, les risques, les effets indésirables que vous avez avec un des traitements peuvent être, peut y avoir quand même un certain nombre de choses en commun avec les traitements par voie injectable, mais puisque les molécules se ressemblent quand même beaucoup, mais c'est pas forcément identique. Et idem sur, par exemple, sur la forme entre le lithium à libération immédiate et prolongée, on voit vraiment hein, des patients qui n'ont pas forcément les mêmes profils de réponse, enfin profil de réponse en termes d'efficacité, mais aussi en termes d'effets indésirables avec ces deux formes de traitement par lithium. Donc en fait, bon là c'est pas de l'injectable, mais les effets indésirables ne sont pas forcément complètement les mêmes. Voilà. Et après, est-ce qu'il y en a un pire que l'autre? En général, ce qui se dit, c'est que la forme injectable peut être mieux tolérée que la forme PROS parce qu'il y a une libération plus prolongée, etc., etc. Après, il y a des gens qui ne tolèrent pas l'un et l'autre. Hein. Ça arrive. Mhm. D'accord, merci. Je voudrais poser Émilie. la question d'Annie, qui nous a déjà écrit avant cette conférence pour nous la poser. Ma fille a grossi de 20 kilos, plus de 20 kilos pendant sa grossesse, traitée avec 600 mg de kétiapine et lithium. Et elle a toujours un abdomen très distendu et cela la complexe très fortement. Est-ce que la kétiapine complique le retour à un physique acceptable pour elle? Et si oui, qui peut l'aider? Kiné, gynéco, psychiatre, obstétricien, qui peut aider cette jeune femme? Elle l'expliquait aussi dans son mail qu'elle nous avait envoyé, que en fait les psychiatres se préoccupaient de son état psychique parce qu'elle avait fait une période de décompensation pendant son accouchement et que ceux qui s'occupaient de l'accouchement se préoccupaient euh, était surtout préoccupée par son état physique, mais n'osait pas s'en occuper. Voilà. Donc elle se trouve dans l'hésitation
de plusieurs spécialistes, si j'ose dire. Bien sûr, bien sûr. Il y a alors effectivement, puis en plus il y a la question de la périnatalité et du postpartum. On sait que c'est des périodes qui sont quand même d'une grande vulnérabilité dans la pathologie bipolaire, où il y a un risque de décompensation psychiatrique qui est important. Là, on est typiquement sur la question de la balance bénéfice-risque entre quelque chose qui, et on peut tout à fait le comprendre, la complexe beaucoup d'un point de vue de la prise de poids. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, ça doit être des discussions, là aussi, ça peut être des discussions conjointes, en fait. C'est-à-dire qu'en théorie, c'est ça qui devrait se passer, hein. Et donc, normalement, dans les recommandations actuellement sur les grossesses dans le cas d'une pathologie psychiatrique type trouble bipolaire, il doit y avoir une discussion conjointe entre des psychiatres qui prennent en charge la patiente et des gynécos. Donc, à mon avis, le message clé, c'est qu'il ne faut pas que là, c'est pareil, c'est comme l'histoire de tout à l'heure avec qui s'occupe du bilan physique, médecin généraliste vs psychiatre. À mon avis, ça peut être les deux. Et ça doit être même les deux, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une discussion entre ces intervenants. Après, sur la question vraiment du postpartum, il y a un enjeu peut-être important, on va dire, entre guillemets, à laisser passer vraiment cette période du postpartum, donc les mois qui suivent l'accouchement, parce que on le sait, hein, que c'est des moments où il peut y avoir une vulnérabilité particulière. Euh, Ça ne veut pas dire ne rien faire d'un point de vue du traitement et attendre que, mais ça veut dire que sur le choix des traitements qu'on pourrait faire, on a plutôt tendance à renforcer la thymorégulation dans ces moments-là, surtout si on sait qu'il y a une décompensation récente, etc., parce que le risque de rechute est quand même important. Et donc, c'est une façon de répondre. Ça dépend depuis combien de temps, en fait, c'est comme ça. Si ça fait plusieurs mois, là, on est dans une phase cette fois-ci de maintien. Et donc, on peut vraiment se reposer la question de changer les traitements en faveur de traitements qui sont moins pourvoyeurs de prise de poids que la kétiapine, par exemple, ou de laisser le lithium en monothérapie, s'il a pu montrer son efficacité auparavant en termes de monothérapie. C'est pas parce que, il y a eu une bithérapie pendant un épisode qu'on est obligatoirement obligé de rester avec une bithérapie toute sa vie. Et donc, si ça fait 3 semaines qu'il y a eu la décompensation, là, évidemment, on est dans une période qui est quand même encore de consolidation. Et donc, la question du changement de traitement dans ces moments-là, elle est peut-être un peu à différer, parce que là aussi, on sait que si on change des traitements trop vite après enfin, après l'épisode, il y a un risque quand même de décompensation dans ces moments-là. Mais les deux messages, c'est il faut qu'il y ait une discussion conjointe entre le psychiatre et le gynéco, et je ne vois pas ce qui empêche le psychiatre d'appeler le gynéco et vice-versa pour discuter de cette prise en charge-là. Et après, il y a la question de la temporalité par rapport à l'épisode, où c'est peut-être pas forcément les mêmes choix de traitement en fonction de cette temporalité, quoi. Ouais. Blandine, tu as encore des questions? J'ai une dernière question. Est-ce qu'une perte de poids peut stabiliser le trouble bipolaire? Mhm. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu auparavant. C'est une très bonne question. Est-ce que ça peut stabiliser en soi le trouble bipolaire? Je pense que ça peut aider. Je pense que ça peut contribuer à aider à la stabilisation. Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le surpoids, l'obésité, etc., euh, voilà, majore le risque d'inflammation, majore le risque de mécanismes biologiques qui peuvent avoir un impact sur les pathologies psychiatriques. Donc la réponse est d'une certaine façon oui, hein, puisqu'on a vu que le prise de poids peut avoir un enfin, un impact défavorable sur le trouble bipolaire. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que quand on a une prise de poids importante, ça peut augmenter la mortalité, le taux de dépression, la durée de la dépression. Donc, de façon indirecte, oui. Après, est-ce que la prise de poids enfin, je veux dire, la stabilité pondérale est nécessaire et suffisante pour stabiliser la pathologie psychiatrique? Je suis pas sûr, mais en général, quand on est dans une dynamique, il y a aussi un peu la dynamique globale, c'est-à-dire que quand on se met une dynamique d'hygiène de vie pour essayer de perdre le poids, de perdre un peu de poids, de mieux manger, d'avoir une vie plus saine, etc., c'est en général une dynamique qui est plutôt positive et donc qui va avec le fait un peu de la stabilisation globale, quoi. Je sais pas si ça répond à la question, mais Mhm. oui, Si. effectivement, le fait Mhm. ça peut, ouais. Ouais, ouais. Mhm. Alors, nous approchons de 21 heures. Alors, quand on regarde toutes les questions, il y en a encore énormément, mais beaucoup,
à beaucoup de questions. Vous avez déjà répondu à des moments de votre intervention. Et si par ailleurs vous voulez bien nous envoyer votre diaporama, Bien après, volontiers. intérieurement, comme ça, d'une part, la, la conférence est enregistrée, elle sera accessible sur YouTube dans quelques jours, si vous êtes évidemment tout à fait d'accord, et les gens pourront, je pense, accéder ainsi aux renseignements qu'ils ont cherchés, parce que la plupart du temps, vous en avez parlé à un autre moment, mais il faut être prêt à la recevoir, quoi, parce que c'est beaucoup d'informations en même temps. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et je serais même ravi à l'occasion, peut-être pas la semaine prochaine, mais à l'occasion de rediscuter de ces sujets ou d'autres. Je serais bien volontiers d'approfondir un peu les choses. J'ai eu des questions super intéressantes sur les différences de genre que j'ai pas traitées, enfin, ce genre de choses où voilà, je m'intéresse de regarder et puis de répondre éventuellement à ces questions-là, quoi. Eh bien, je ne sais pas, Dominique, tu vas répondre à ma question. Est-ce qu'on peut avoir accès aux questions et les refournir ou et les fournir, les adresser ensuite au docteur Lefebvre? Il verrait s'il peut y répondre ou pas. Est-ce que c'est... Oui, je pense qu'effectivement, c'est possible de les récupérer avec l'enregistrement. Alors, on va peut-être faire ça. Je pense que les Mhm. gens qui nous écoutent seront particulièrement heureux de savoir, enfin, si toutefois vous avez le temps, hein, monsieur, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais bien Voilà. sûr, alors c'est sûr que si j'en ai 400 peut-être pas, mais Non, si il n'y en a pas sur un 400. certain nombre de. Voilà, mais On va les voilà, je grouper peux aussi, répondre. je pense. On les Et bien sûr, ouais, groupera. ouais, aucun Yes. problème. Et hop, Voilà. Bien, monsieur, j'y répondrai avec on plaisir. vous remercie beaucoup tous, à la Merci. fois les Merci participants beaucoup. et Merci nous. beaucoup. Et Merci puis, beaucoup. Avec grand plaisir. on vous fera revenir très certainement. Et si toutefois vous avez euh, un sujet qui vous intéresse particulièrement dans le domaine des troubles bipolaires, eh bien, faites-le nous savoir et nous, on sera Avec ravis grand de vous plaisir. entendre. J'en ai plein. Mm. Eh bien, bien écoutez, n'hésitez pas. Voilà, merci monsieur et bonne soirée. Au revoir. Merci. Une bonne Merci. soirée. Au Au revoir. revoir. Merci à Au tous. revoir.